Une histoire de violence conjugale qui secoue le milieu d'internet, c'est l'histoire qui oppose la streameuse Elidia et le streamer Fugu. Nous allons parler de cette histoire parce qu'elle a eu beaucoup d'échos, beaucoup d'audience. Il y a des discours qui sont portés par l'un et par l'autre des protagonistes et c'est l'occasion pour nous de reparler, de ce que sont les violences conjugales, de ce que sont, les violences masculines dans la société, de ce qu'elles veulent dire, politiquement, de quel discours on peut tenir dessus et comment on peut envisager des choses qui permettent que cela cesse. Ça risque d'être une vidéo qui va être un petit peu longue. C'est aussi une vidéo où on va parler de la vie, personnelle de gens. On va essayer de le faire avec, le plus grand respect. On va le faire uniquement en partant de ce qui a été, donné publiquement. Mais on va surtout le faire parce qu'en fait, ce que raconte Elidia, ce que, rapporte Elidia, ce n'est pas que l'histoire d'Elidia, en fait, c'est une histoire assez typique de dynamique de violence conjugale, de violence psychologique, de violence physique. Et donc, ce que Elidia raconte, c'est ce que racontent des millions de femmes dans ce pays. Ce n'est pas que une affaire privée, une affaire intime, c'est une affaire politique. Nous l'avons toujours dit ici. L'intime est politique, particulièrement dans les questions féministes, parce que ce que vivent les femmes en termes d'oppression, c'est ce qu'elles vivent dans leur quotidien, dans leur couple, dans leur travail. Et Lydia a choisi d'en parler publiquement. Elle a pris énormément de violence pour l'avoir fait. Nous allons donc aborder tout ça avec forcément de la difficulté, mais on va le faire, comme on l'a déjà fait à plusieurs reprises sur des sujets comme ça. Je commence tout d'abord en disant que nous, ici, nous apportons notre soutien plein et entier à Elidia. On va expliquer pourquoi, mais ici, nous faisons le choix de croire les victimes en actes militants et politiques. Nous en avions déjà parlé, on va en reparler aujourd'hui. Chris, comment ça va? Est-ce que tu es prêt à ce qu'on parle de ces sujets qui ne sont pas simples, mais qui sont extrêmement importants à aborder? Ouais, tu presque tout dit. Tu as parlé au nom du collectif, mais je le redis, hein, effectivement, notre collectif apporte son soutien à Lydia et fait justement de croire les victimes et de les mettre en situation qu'elles soient crues. C'est surtout ça, en fait, le travail des autres. C'est pas simplement autodéclaratif, c'est notre tâche à nous de faire en sorte qu'elles soient mises en situation d'être crues. Donc c'est leur donner la parole et essayer d'aider à ce que leur parole se diffuse, voire même de l'accompagner en essayant de décrypter ce qui se joue quand elle est mal reçue. Oui, c'est politique parce que on parle souvent des structures des individus, mais tout ça, ce sont des abstractions. Dans la réalité, les structures ne s'expriment que par les individus. Pour qu'elles se manifestent, pour qu'elles soient concrètes et réelles, elle est portée par un individu qui l'agit en même temps que d'autres structures, etc. Donc la masculinité, la classe, la race, le racisme, etc., à la fin, ne s'incarnent que dans des comportements individuels. Donc les gens qui font une opposition entre l'inter-individuel et les grandes structures que seraient des abstractions, genre l'État, la répression, le pouvoir, tout ça n'a aucun sens. Les abstractions servent à dire les pratiques communes des individus qui justement manifestent, incarnent et font les structures. Ce que font les individus, c'est toujours structurel, c'est toujours politique. Et quand on veut transformer la société, on doit transformer des individus. Et quand on veut transformer des individus, on doit transformer les conditions sociales dans lesquelles ils sont. Ça n'a aucun sens de privilégier l'un sur l'autre. Voilà. Parfaitement, mon Chris. Bon, alors, je vais commencer par vous mettre un peu de contexte pour vous expliquer de quoi on parle. On va parler un petit peu chronologiquement des prises de parole qui ont été faites et on va les analyser. Vous allez voir qu'on a vraiment tous les ingrédients d'une situation de violence conjugale. Je sais aussi que les deux protagonistes sont des gens connus. Ils ont des avocats. Vous allez voir que parfois on va être obligé de mettre, on va dire, des sortes de conditionnels à certaines choses plutôt pour se protéger. Néanmoins, ça ne nous empêchera pas de dire les termes, parce qu'il y a des termes à dire sur ce qui s'est passé, à la fois sur ce qui a été dit, à la fois sur les réactions qu'il y a eu. C'est toujours un peu chiant de devoir se rappeler que c'est difficile de parler de ces trucs-là directement, parce que l'arme de la diffamation est toujours utilisée pour faire fermer sa gueule, soit aux personnes qui dénoncent les violences, soit aux personnes qui les soutiennent. Et donc, nous avons la chance d'être dans un collectif, et donc on peut relativement, plus sereinement que plein d'autres gens, s'exposer à ce type de risques, même s'ils existent. Donc, tout ça se passe dans le milieu du streaming du jeu vidéo, milieu que nous ne connaissons que très mal avec Chris, hein, on vous le dit directement. Moi, clairement, je ne connaissais pas ces deux personnes, ni Elidia, ni Fugu, alors que c'est des gens très connus sur Internet, avant cette histoire. Elidia, c'est une jeune femme qui stream
du jeu vidéo, particulièrement un jeu qui s'appelle Valorant, qui est un jeu assez connu, qui a un assez gros niveau dessus, qui a quand même beaucoup d'audience, hein, avec une chaîne YouTube à 1 million d'abonnés. Voilà. Elle a aujourd'hui 21 ans, elle en avait 19 au début de la relation. Fugu est aussi un jeune homme dont le métier est de streamer du jeu vidéo. Il stream un certain nombre de jeux et notamment aussi sur Valorant. Les deux ont une carrière assez florissante, hein. Ils participent à une équipe d'e-sport extrêmement connue. Alors plus maintenant, peut-être qu'on en reparlera. Bref, c'est des gens très connus avec beaucoup d'audience et une audience qui est une audience de jeux vidéo, donc une audience plutôt jeune et plutôt masculine. Ce contexte étant mis, cette histoire commence par la publication d'un communiqué par Elidia que moi j'ai vu sur Twitter, communiqué qu'elle publie le 17 octobre dernier. Dans ce communiqué qui fait une page, elle explique qu'elle annonce porter plainte pour violence conjugale contre son ex-conjoint de qui elle s'est séparée en mars dernier. Elle raconte rapidement qu'elle s'est mise en couple avec lui alors qu'elle avait 19 ans et lui 25, qu'elle a rapidement emménagé chez lui et elle raconte un climat de violence psychologique qui s'installe assez vite avec ce qu'elle décrit, donc des insultes, des rabassements, des humiliations quotidiennes, ça c'est ce qu'elle dit dans son communiqué. Elle dit qu'elle est remise en question dans sa légitimité, dans son intelligence, qu'elle se sent extrêmement dévalorisée dans cette relation, et puis qu'ensuite apparaissent des violences physiques, en plus des violences psychologiques, à plusieurs reprises. Elle dit des gifles, des mains et des bras tordus, des plaquages contre les murs, des bousculades qui me jetaient au sol et qui sont, je la cite, devenus récurrents. Elle parle de sa peur, de son angoisse. Elle raconte aussi qu'il y a un contexte de jalousie professionnelle. Je vous rappelle que c'est deux personnes qui sont en fait dans le milieu du streaming, qui est un milieu forcément concurrentiel, avec des enjeux d'argent, de célébrité, enfin voilà quoi. Et donc eux deux étant sur le même secteur, il y a aussi une concurrence professionnelle qui s'installe entre eux. Elle explique qu'elle est prise dans cette relation qui est très difficile, qu'elle finit par réussir à le quitter alors qu'elle avait eu du mal à le faire, et qu'en fait, après la rupture, il ne l'aurait pas accepté, il l'aurait menacé à plusieurs reprises de ruiner sa relation, de briser sa carrière. Et puis, il l'aurait aussi menacé, je cite, de l'emmener dans la tombe. Elle raconte sa peur, elle dit qu'il la harcèle, qu'il la contacte presque chaque jour, qu'il l'appelle, qu'il envoie des messages, qu'il veut s'assurer qu'elle ne parle pas, qu'il veut qu'elle revienne. Elle dit qu'elle dépose une main courante en juin, qu'il ne se passe rien après cette main courante, comme à chaque fois pour une main courante. Et puis ensuite, elle décide de porter plainte en octobre et elle le dit publiquement. Elle finit son courrier en disant qu'elle pense aussi aux autres personnes victimes et qu'elle ne souhaite plus évoquer cette histoire publiquement et qu'elle veut que ça se règle au tribunal. Voilà. Donc, il se passe ça. Il y a des réactions assez nombreuses. Et puis, en fait, quelques jours plus tard, c'est Fugu, son compagnon, qui décide de prendre la parole et de faire une longue vidéo de 50 minutes qui sera vue plus de 3 millions de fois, au moment où on en parle, c'est-à-dire à peu près un mois après. Vidéo qui est un cas d'école de comment un homme se défend d'accusations de son ex-compagne et s'en défend d'une manière qui pose énormément de questions. Donc cette vidéo, elle est tournée dans sa voiture avec, on va dire, une mise en scène un peu de spontanéité. Le titre, c'est Mon histoire, violence conjugale, jalousie maladive, chantage sexuel, mensonge et manipulation. Et en fait, malgré une mise en scène, on va dire, très spontanée, je me filme dans ma voiture, comme ça, au débeauté, etc. En fait, il y intègre énormément de captures d'écran de messages. Il diffuse de très nombreux messages vocaux où on entend énormément de choses. Il dévoile énormément de pans de la vie personnelle d'Elydia, ce qu'elle ne fait pas. Il passe notamment des vocaux où on entendElydia parler de sa santé mentale, où elle dit qu'elle est en dépression, qu'elle peut plus se toucher. Voilà, il diffuse ça. Il diffuse également un certain nombre de choses, et ça c'est extrêmement précis dans les dynamiques de couple dites toxiques. C'est qu'en fait, il distille, au fur et à mesure de la vidéo, tout un tas de choses en lien avec le lien d'Elydia avec des gens qui lui sont proches. Il parle de sa mère, où il met une petite phrase en disant ouais, elle disait telle et telle chose mauvaise sur sa mère. Il dit qu'elle parlait mal de certaines femmes du milieu du streaming. Bref, on voit vraiment comment il y a une organisation du discours pour la discréditer, la faire passer pour folle, dévoiler des pans entiers de son intimité et organiser aussi un isolement de cette jeune femme. Parce que quand on rapporte des paroles d'une autre personne en disant elle a dit du mal de telle personne, elle a dit du mal de telle personne, elle a dit du mal de telle personne, quand il s'agit de la famille et des amis de la femme dont on parle, c'est une manière d'organiser l'isolement de cette personne, vous vous en doutez bien. Parce que ça, c'est pas des éléments qui sont intéressants
pour pouvoir répondre à des accusations de violence conjugale. Donc moi je comprends pas, je l'appelle, et les premiers mots qu'elle trouve à me dire c'est loupiote la grosse pute. Alors effectivement elle détestait et insultait en permanence la grande majorité des femmes qui avaient le moindre contact avec moi. Côté a pris contact avec nous. Dans ses messages il nous proposait un contrat de co-caster, moi pour KCBS donc l'équipe masculine, et elle allait continuer de s'occuper des GC donc l'équipe féminine. Elle m'explique que j'ai de la chance selon elle parce que les filles sont nulles et ça fait moins de stats, donc elle aurait préféré cast KCBS. Honnêtement ça a très mal vieilli parce que les filles sont super fortes. Que ce soit même dans le vocal d'1h20 où elle parle à mon ex et elle dit des choses atroces, grossophobie, elle émite des accents africains, je comprends pas où elle veut en venir en fait. Loupiote aussi en l'occurrence, lorsque tu m'as appelé et que tu m'as demandé pour quelle raison Lydia t'avait unfollow, la vérité c'est pas ce que je t'ai dit, j'ai essayé de te donner la raison la moins problématique pour elle parce que je voulais pas vous ayez d'embrouille toutes les deux, mais l'insulte elle a bien eu lieu, c'est quelque chose de quotidien, c'était pas la première fois qu'elle était jalouse de toi, étant donné que j'avais l'habitude de lui dire que je te trouvais remarquable vis-à-vis de toutes les choses que t'avais pu faire. Et là, je vous donne des tout petits exemples. La vidéo, encore une fois, fait 50 minutes. Moi, quand je regarde ça, j'ai des drapeaux rouges qui se lèvent à peu près toutes les 30 secondes. Et je suis toujours aussi choquée de voir à quel point ça marche comme discours, à quel point c'est fonctionnel. Et on en reparlera après quand on va l'analyser de pourquoi ça fonctionne aussi bien. Je vous donne quelques exemples assez précis dans la vidéo qu'on ne va pas forcément vous passer. Peut-être qu'on vous mettra des tout petits extraits en post-prod. Lydia, dans son communiqué, dit qu'elle a emménagé très rapidement chez lui. Je vous rappelle qu'elle a 19 ans à ce moment-là, elle est très jeune. Et qu'en fait, il lui impose la présence de ses amis masculins au domicile. Lui, il répond en disant « Ouais, mais quand même, ça lui servait bien parce qu'il nourrissait son chat pendant qu'elle n'était pas là. Et puis après, c'est vrai qu'il restait, mais de toute façon, mes potes, c'est mes potes. Et ils ont bien vu son comportement et ils sont tous de mon côté. » Elle me demandait à ce que mes amis viennent pour s'occuper de son propre chat. Tout ça, j'en ai les preuves. Et lorsqu'on rentrait justement de ses déplacements, elle me disait « C'est bon, on est rentré, maintenant ils peuvent partir. » Ça ne fonctionne pas comme ça. Mes potes, c'est pas tes bouches-trous. Donc malheureusement, ça arrivait qu'il reste sur de plus longues durées. Mais ça me permet d'avoir pas mal de témoignages au cas où ça irait jusqu'en justice. Mes amis, comme elle dit, ont assisté à son comportement en permanence et la totalité prend mon parti. Mais bref. Vous voyez comment on voit ces dynamiques aussi de groupes masculins qui sont extrêmement fréquentes. Je pense que beaucoup de femmes ont connu ce que c'était que d'être face à un conjoint qui n'est pas forcément très sympa, le voir au milieu de son groupe d'amis et voir la dynamique qui se joue entre les hommes pour se lier, pour trouver que quand même cette meuf est insupportable et qu'elle est trop chiante, quoi, sans comprendre qu'on la met dans un contexte qui fait que c'est difficile de ne pas se comporter de manière chiante. Mais bon, là je parle, on va dire, du contexte général. Je n'étais pas avec Fugu et Lydia et les amis de Fugu à ce moment-là. Mais vu ce qu'elle en dit et vu ce que lui en dit, en termes de Oui. dynamique, on voit un petit peu ce qui se joue, quoi. Et la vidéo commence par ça. D'abord, ils n'étaient pas là, et puis en fait, ça te servait bien. Et puis en fait, s'ils restaient là, mais c'est normal, c'est mes potes. Et puis eux, ils savent bien, comme moi, que c'est toi le problème, quoi. Tu vois, c'est vraiment, mais Mm. c'est extrêmement. C'est pas moi, extrêmement tu vois, c'est pas subjectif, quoi. En fait, utiliser ses Ah potes, ouais. c'est de sortir de la subjectivité en disant t'es toute seule avec ton problème et tout le monde autour de toi, regarde mes potes, dit que c'est toi le problème. Donc, tu vois, moi, ce que je dis, c'est objectif parce que mes potes sont d'accord avec moi. Parfaitement. Ensuite, je vous donne quelques petits exemples de la vidéo, il y en a plein. J'ai sélectionné les quelques. Dans le communiqué, elle dit qu'il l'a menacée de l'emmener dans la tombe, je cite, si jamais elle parlait. Il se défend de cette accusation en disant que c'était une blague et il met à l'écran les messages qu'ils se sont envoyés cette nuit-là. Je vous remets le contexte du point de vue de cette jeune femme. Donc, c'est une très jeune femme qui, de ce qu'elle dit, sort d'une relation où pendant 2 ans, elle a été humiliée, insultée et violentée physiquement. D'accord ? Avec un métier public où l'image publique est extrêmement importante, dans un contexte où le public visé est un public jeu vidéo, donc massivement masculin. On est dans ce contexte-là. Et elle a peur, elle l'a dit, parce qu'il aurait menacé de briser sa carrière, etc. On est dans ce contexte. Et là, je vous lis l'échange. On ne voit qu'une petite partie du message qui est le plus haut dans l'écran, qui dit « Non, ça va, je sais que tu es intelligente et que tu as plus à perdre qu'à y gagner. » Donc là, il parle du fait de dénoncer les violences qui ont eu lieu pendant la relation. Elle répond « Merci Maxime, merci pour toutes les bonnes choses que tu m'as apprises. » Moi, je suis désolée, mais rien que cette interaction-là, je suis terrifiée. Parce qu'en fait, il la menace. Il dit « Tu as plus à perdre qu'à y gagner. » Et elle répond « Merci pour tout ce que tu m'as apporté. » C'est-à-dire qu'elle essaye. Et ça, c'est un truc très fréquent. Je ne dis pas que c'est le cas à ce moment-là. Mais face à un homme qui monte en pression et qui a été violent, il y a plein de femmes qui ont pour réflexe de faire baisser la pression. Elles vont faire un truc de valorisation de leur mec. Merci pour tout ce que tu m'as amené. Merci pour tout ce que tu m'as appris, etc. C'est une manière d'essayer de se couvrir de la violence, de ne pas faire monter la colère de la personne en face. C'est un système de défense extrêmement fréquent pour les meufs. C'est notre système de défense classico face à la violence masculine. Bref, parenthèse fermée, il enchaîne en disant « Si tu fais une bêtise, je t'emmène avec moi dans la tombe princesse », smiley qui rigole, je plaisante, entre parenthèses.
Et elle répond au truc de t'emmener dans la tombe. Moi de même, entre parenthèses, je crois que tu rigoles pas. Ce à quoi il répond, tu es une fille adorable et mignonne comme tout, t'as beaucoup de défauts, mais je t'aurais mariée sans problème si t'étais moins chiante, ha ha ha. Je trouve que le fait qu'il ait mis ce screen en pensant que Se c'était un truc défendre. qui le Ouais. dédouanait de la violence, mais c'est de la folie, quoi. Mm. Parce qu'on voit vraiment toute la dynamique de je te dis un truc un peu sympa, mais en fait, derrière, je te rabaisse à mort. Des techniques de chaud-froid sont des trucs extrêmement classiques de manipulation et où, enfin, objectivement, il la menace. Il lui dit tu as plus à perdre, je t'emmènerai dans la tombe avec moi, etc. Rajouter je plaisante derrière n'enlève pas la violence du truc. Le nombre de fois où des mecs extrêmement violents disent je vais te faire un truc horrible, mais t'inquiète, je rigole. Oui, oui, en fait, on sait toutes que tu rigoles pas, d'accord? On sait toutes que tu rigoles pas, surtout quand tu as déjà été violent. Moi, je ne dis pas que ça a été le cas, mais en tout cas, c'est ce que elle dit. Je prends cet exemple-là parce que je trouve que c'est de la folie de se sentir à l'aise comme ça et de penser que ça passe, tu vois. Plus tard dans la vidéo, il reconnaît des moments de violence physique, qu'il explique en disant voilà, c'était un contexte particulier, c'est qu'elle était hystérique. Vraiment, c'est ça qu'il dit. Hein. Et Lydia, si tu peux toi-même poster ces messages, lorsqu'on en a parlé la première fois, donc probablement le lendemain ou le soir même, c'est bien un message dans lequel je précise, je ne t'ai pas frappé, je t'ai mis une claque parce que tu étais, désolé du terme, je sais que c'est pas approprié, que ça peut paraître bizarre pour certaines personnes, mais hystérique c'est le mot probablement que j'ai utilisé. Je lui dis que j'avais peur qu'elle casse la vitre, qu'elle se fasse mal, et j'ai même précisé que je suis tombé à genoux et que je me suis mis à pleurer. C'est qu'elle était hystérique, qu'elle pétait des câbles, et que du coup, voilà, il parle notamment d'un épisode où ils sont dans une voiture. Alors, il y a plusieurs moments où il la frappe, hein, et qu'il reconnaît. On arrive au péage, en direction de la maison, on passe le péage et le moteur s'éteint une première fois. Je comprends pas, je regarde le tableau de bord, aucun voyant quoi que ce soit, donc je redémarre une deuxième fois, je rappelle que je suis en automatique, c'est un start and stop, c'est littéralement cette voiture. Je commence à avancer pour m'extirper parce que des voitures commencent à s'accumuler derrière moi, je les vois dans mon rétroviseur. La voiture s'arrête une deuxième fois, là je commence à me poser des questions, je la regarde, je lui dis bah mince, qu'est-ce qui se passe? J'essaye de me référer à elle, peut-être qu'elle a une idée, et je redémarre une troisième fois et je la vois avec sa main venir pour essayer d'éteindre la voiture une troisième fois. Donc à ce moment-là, j'attrape son poignet, je lui dis qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu fais ça? Elle force, elle me dit je veux qu'on s'explique, elle vient pour appuyer avec sa deuxième main. À ce moment-là, j'essaie d'attraper ses deux mains et je la bloque avec mon bras. La voiture est redémarrée, je commence à braquer sur la droite, il y a une aire de repos, c'est littéralement là où j'ai enregistré ma vidéo, où j'explique pourquoi je me suis fait ban pendant un mois, sauf que je suis en train de traverser littéralement toutes les voitures qui sortent du péage, notamment ceux qui ont justement le télépéage, et qui passent, même si c'est pas une vitesse ahurissante, ça doit être du 30 km. Moi je vous dis la vérité, on est dans une situation de danger. Je continue à braquer, mais imaginez la situation, j'essaie de regarder dans les rétros, vérifier ce qui se passe autour de moi, je la maintiens en plus avec mon bras, elle qui force et qui se débat, et en même temps je braque et j'essaie de me diriger vers l'aire de repos. Encore une fois à ce moment-là, elle a une super idée brillante comme d'habitude, elle décide d'ouvrir la porte et d'essayer de sortir par la porte. Sur l'autoroute, enfin littéralement à la sortie du péage, donc toutes les voitures sont en train de sortir, moi je suis en panique totale, donc je l'attrape, je la tire vers moi, je lui dis tu te fous de ma gueule, et avec ma main je fais un geste comme ça, donc je pense que je lui ai mis une claque honnêtement, j'arrive à m'extirper jusqu'à l'aire de repos, à ce moment-là je la lâche, elle prend la fuite littéralement, elle court, elle va se cacher derrière un arbre. Vas-y. En fait, rien que d'en parler, j'arrive pas à croire. Je me dis c'est un autre monde et on essaie de me faire passer pour quelqu'un qui tabasse les gens. On reviendra sur cette histoire après parce qu'il y a la version d'Elydia aussi de cette histoire. Je vais pas vous faire la totalité du discours de ce mec, mais vraiment, enfin, tout est red flag dans le truc, mais je n'arrive pas à comprendre. Et je vous dis encore une fois, il explique qu'il a mandaté son ex pour enregistrer une conversation vocale avec elle, où son ex lui fait dire des choses sur la manipulation, etc. Il en prend des petits bouts, il les diffuse pour dire qu'elle veut manipuler les choses et tout. Et tu te dis, mais en fait, elle avait raison de flipper sa race, quoi. Enfin, vraiment, Clairement. elle avait vraiment raison d'avoir peur. Vu la capacité qu'il a, et je vous dis, moi là, je vous lis juste cet échange de messages, mais des échanges de messages, il y en a plein. À un moment, donc tu sais, t'as vu, il met chantage sexuel dans le Ouais. titre. Chantage sexuel, c'est qu'il dit qu'en gros, ils ont des conflits parfois, et qu'elle, en gros, elle dit, si le conflit se règle pas, je refuse d'avoir des relations avec toi. C'est ce qu'on comprend de ce qu'il raconte. Enfin, je veux dire, le chantage sexuel, quand on l'utilise en tant que femme, c'est en général des hommes qui veulent nous imposer des rapports sexuels pour garder un emploi ou pour ne pas se faire taper. Enfin, utiliser ce mot-là pour dire, en gros, il y avait des fois où je ne pouvais pas avoir accès au sexe parce qu'on s'était engueulé. Utiliser le terme de chantage sexuel, je trouve que c'est déplacé, mais à un point. Genre, si je me comporte mal, alors tu veux pas coucher avec moi, donc c'est du chantage. Ça voudrait dire que je dois me comporter bien. Mais c'est juste le monde normal, en fait. Et le mec met ça dans le titre de sa vidéo. Le truc est hallucinant, quoi. Et après, en plus, si tu veux, il y a plein de moments où il passe des trucs d'elle, où il dit qu'elle est jalouse. Alors, il lui reproche beaucoup sa jalousie professionnelle, alors que visiblement, c'est parfaitement symétrique. Et ça, j'ai envie de dire,
c'est inhérent aussi au métier qu'ils font, qui est un métier, comme on l'a dit, concurrentiel, machin, etc. Enfin, qui est un métier qui génère ça. Et pas que pour eux, mais pour tout le monde. Et j'imagine, tu rajoutes du couple là-dedans. Enfin, de toute façon, je pense que c'est de base une situation très risquée, en fait. Quand on a des couples où les gens font un métier en concurrence dans le même secteur, ou alors sont tous les deux patrons d'une boîte et trouvent des contradictions, ça crée de la tension. Enfin, c'est classico du monde bourgeois, justement, cette séparation de biens entre avoir la même boîte, devoir la diriger ensemble à un moment donné. Quand tout va bien, ça fonctionne. Quand à un moment, les idées de l'un veulent prendre la place sur l'autre, quand à un moment, le portefeuille de l'un, si c'est des métiers libéraux, augmente plus vite que l'autre, si par exemple des situations s'inversent, que la femme gagne plus que l'homme, ces métiers de concurrence, ces métiers libéraux, où l'entreprise est un peu soi-même, parce que c'est un peu ça aussi qui est derrière qu'il y a dans le stream en fait, c'est tu t'auto-exploites toi-même, quoi, ton image, ce que tu es, tu te vends. Bah, effectivement, la concurrence, elle est ultra violente. Donc, en plus, c'est des jeux de séduction avec son public, c'est des jeux de rapports sociaux. Donc, c'est vraiment des situations ultra toxiques, hein. Tu l'as dit, il faut être très très Mm. fort, très très mature pour surmonter à ça. Des jeunes de. Alors, tu dis, il y a un écart entre les deux. Mm. 19-25 ans, hein, 19-25 ans, putain. Tu vois, 6 ans d'écart quand t'as respectivement 36 et 42 ans, c'est pas pareil. 6 ans d'écart entre 19 et 25, putain, 19 ans, tu sors de l'enfance, quoi. Mm. Tu sais, t'es quand même pas au même moment de la vie. Je sais pas, à 19 ans, je commençais juste mes études et tout. 25 ans, tu vois, j'attendais mon premier enfant. Enfin, t'es Ouais, vraiment pas au même moment de la vie, je suis désolée, mais c'est. on est Bref. d'accord. Alors, on va dire, c'est anecdotique. Ça veut pas dire que ça se passe toujours mal, une relation entre quelqu'un de 19 et 25 ans. Il peut y avoir des fois où ça se passe bien, etc. Mais ça met quand même, tu vois, tu as tout ce contexte concurrentiel, etc. Tu as ce contexte de différence d'âge important. Tu as le fait que le mec est très légitime, il est chez lui, dans sa maison, avec ses potes dans la maison et machin. Et en plus, il y aurait des histoires d'insultes, de rabaissement quotidien et tout ça. Et en plus, derrière, il y a de la violence physique. Après, il vient étaler ta vie et tout. Mais putain, on n'est vraiment pas, tu vois, et ça, c'est fondamental dans les violences conjugales. On n'est pas dans une situation à égalité, là. Même physiquement, dans une altercation physique. Et Lydia, tu vois le gabarit qu'elle a, c'est une femme pas très grande, assez menue. Enfin, je veux dire, dans une altercation physique, c'est pas elle qui a le dessus, tu vois. Enfin, c'est évident, quoi. Donc, tous ces trucs-là font que tu as une relation qui est quand même très asymétrique et de la violence qui apparaît dans ce contexte-là, de ce qu'elle dit, et qu'il reconnaît, tu vois. Enfin, encore une fois, Mm. il reconnaît qu'il l'a frappé. Le pire, en plus, c'est qu'il est là à dire non, mais moi, il n'y a pas de photo avec des traces de phalanges ou de poings. Parce qu'en fait, apparemment, une grande baffe dans ta gueule, ça, c'est pas de la violence, c'est pas fait pour faire mal, tu vois. En gros, c'est le point fermé qui compte. Il était là. Il dit, je l'ai pas frappé, je l'ai giflé. Je te jure. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, je sais qu'il n'y a aucune preuve, aucune photo de bleu, aucun coup qui a été mis, c'est-à-dire des coups phalanges, coups de poing pour faire du mal physiquement. Ça, c'est des défenses de Bah oui, police, quoi. Il n'y a pas de traces, donc il n'y a pas de violence. tout est hallucinant. T'as aussi tout un moment, donc je te dis, il met beaucoup en scène sa jalousie à elle, que ce soit professionnelle ou jalousie de couple. Et déjà, là-dessus, j'ai envie de dire deux choses. La première chose, c'est il essaye de prouver que c'est pas une personne parfaite, que c'est pas une meuf parfaite. Et t'as envie de dire, mais personne ne dit ou ne demande à ce qu'elle soit parfaite. Enfin, je veux dire, c'est pas il faut pas frapper les meufs si elles sont parfaites, tu vois. Mais par contre, si elles sont pas parfaites, du coup, c'est moins grave. Ouais, C'est ou les quoi? enfants. Mais oui, c'est ça. Tu sais, l'enfant, donc c'est quoi? L'enfant, il a fait des conneries, donc du coup, tu as le droit de lui mettre des grandes baffes dans sa gueule. C'est vraiment une rhétorique de dominant, tu vois. C'est vraiment une rhétorique de dominant qui justifie sa violence. Ouais, mais elle n'était pas parfaite. Mais on s'en fout, putain, ce n'est pas la question. Et du coup, tout ce moment, ces longs moments dans la vidéo où il met en scène le fait qu'elle était jalouse, que machin, que truc. Et en plus, j'ai envie de dire, si t'es mis dans une situation, alors encore une fois, je n'étais pas dans leur relation, mais je dis en général, si tu es mise en grande insécurité, qu'on te rabaisse, qu'on t'humilie, que t'es pas en sécurité au quotidien, etc., que tu es dans la peur, parce qu'elle, c'est ce qu'elle décrit, qu'elle vivait quotidiennement dans la peur d'être abaissée, la peur d'être frappée, etc. Si tu es dans la peur tout le temps, tu es extrêmement insécurisé. Et du coup, ça peut faire avoir des attitudes de merde aussi, tu vois. Des attitudes agressives, machin. Il y a des moments, tu vois, il essaye de la dénigrer auprès de copines à elle, c'est ce que je disais au départ, où il raconte qu'elle a dit du mal d'elle à un moment, parce qu'elle se sentait en concurrence, etc., avec elle. Et là-dessus, j'ai envie de citer un autre exemple, l'exemple de Léo Grasset. Léo Grasset, youtubeur qui tient la chaîne Dirty Biology, sur lequel il y avait eu un long article Mediapart et une émission de Mediapart qui regroupait plusieurs femmes qui l'accusaient, notamment de violences psychologiques, et une femme l'accusait de viol, dans un contexte conjugal. Cette femme qui l'accuse de viol est une créatrice de contenu Internet, mais qui témoigne à visage caché et sous pseudonyme. Et elle raconte que non seulement il lui fait vivre une relation très violente psychologiquement, avec des techniques de chaud-froid,
Bref, des techniques manipulatoires, on va revenir dessus après en détail sur ces méthodes-là et sur comment ça s'inscrit vraiment dans les évolutions actuelles du patriarcat, ces modes-là de violence, qui sont des modes encore plus difficiles à faire reconnaître que les violences physiques, entre guillemets, mais qui parfois sont bien, bien, bien plus destructrices en réalité. Et on en a parlé à de moultes reprises, et notamment en début d'année, quand on avait parlé d'un cas de violence psychologique dans le cadre conjugal qui concernait un streamer de gauche très connu. Dans cette émission de Mediapart, cette jeune femme, elle raconte que non seulement il y avait les violences psychologiques, que elle décrit un viol, mais que en plus, après, il a organisé dans le milieu de YouTube dans lequel ils étaient, un milieu de vulgarisation, son ostracisation par les autres. Il a littéralement organisé le fait de dénigrer son travail avec d'autres gens, et notamment avec une autre femme avec qui il avait une relation à ce moment-là, qui, elle, témoigne à visage découvert, qui s'appelle Manon Bril, qui fait du travail de vulgarisation d'histoire. Et elle raconte comment elle a été aussi, elle, violentée psychologiquement dans cette relation, et comment la dynamique d'insécurisation et de violence psychologique subie l'a poussée elle-même à être extrêmement jalouse, violente, etc., avec d'autres femmes. Et notamment avec cette youtubeuse qui a subi non seulement ce qu'elle décrit comme un viol, mais aussi l'ostracisation, etc. En fait, derrière, il y a eu un enchaînement d'actions où moi, dès que je pouvais confirmer dans la version qu'il m'avait donnée et dans ma jalousie et ma colère que j'avais contre elle, dès que je pouvais trouver des éléments pour confirmer l'histoire que je m'étais construite, qu'il m'avait construite, je sautais dessus, quoi. Et donc, j'ai contribué à dire, mais regardez, elle fait ça, nanana, pendant des années. Et tu vois, c'est très précis que lui, il vienne parler de la manière dont on aurait pu mal parler d'autres femmes, être jalouse, etc. Femmes qui sont aujourd'hui ses proches. C'est-à-dire que non seulement il y a un truc pour la dénigrer, mais en plus, il y a un truc pour l'isoler, tu vois, pour lui faire perdre les gens qui sont proches d'elle actuellement. Donc c'est vraiment sournois, et c'est ne pas comprendre quels sont les mécanismes dans ces cas-là qui font que, oui, effectivement, une femme que tu mets en insécurité permanente, etc., elle va se mettre à avoir des attitudes à la con. Et il dit aussi qu'il l'affine quand elle fait des crises d'hystérie. Mais en fait, quand tu mets quelqu'un super mal tout le temps, à un moment, il peut péter des câbles, en fait. Et à un moment, elle peut se mettre à crier, à machin, et après, tu dis, bah voilà, c'est une hystéro. C'est toujours pareil, tu vois. C'est toujours putain de pareil, c'est insupportable. En ce qui concerne la crise de colère qu'elle a fait sur ce moment-là, c'est quelque chose qu'elle avait l'habitude de faire à nombreuses reprises. Vers la fin de notre relation, j'ai décidé de la prendre en vidéo durant l'une d'elles. Alors pour vous prouver que cette vidéo existe bien, en fait, on va simplement demander à Elidia de le confirmer à ma place. Et en gros, j'étais devenue folle et il m'avait filmé. Et du coup, j'étais allée sur son tel pour la supprimer. Ouais. Et du coup, j'étais devenue complètement folle et genre, je hurlais. Je disais, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Ma pauvre. Donc, je pense qu'il parlait de cette vidéo. Comment il a la vidéo si je l'ai supprimée de son tel? Je sais pas, supprimé récemment? Ouais, j'ai tout supprimé, gros. Même récemment? Ouais. Je te coupe. Mais la vidéo, pour moi, c'est la vidéo où tu deviens folle en mode. Tu peux Mais ça veut dire qu'il l'avait enregistré quelque part. Tu peux juste un câble devant un miroir parce qu'il te rend folle. Mais gros, je hurle de baiser, hein. Mais je pourrais toujours dire qu'il m'avait. Tu disais quoi? Je hurlais. Je hurlais, gros. Là, vite fait, avant qu'on écoute Edidia, j'aimerais qu'on regarde un peu les réactions qu'il y a eu après la vidéo de Fugu. Là, vous allez toucher du doigt ce que c'est que le sujet collectif masculin. Souvent, on vous casse les couilles avec des histoires de sujets collectifs. Je vais laisser Chris vous en parler un petit peu, mais là, vous allez voir comment, en fait, dans ces histoires-là, les hommes sont très, très, très conscients qu'il s'agit d'un truc politique et très, très, très conscients que c'est eux, en tant que groupe, leur domination à eux, leur pouvoir à eux qui est attaqué, et ils savent très bien répondre. En fait, vous voulez pas la justice, vous voulez uniquement tirer sur les hommes. J'ai juste vous détestez les hommes, en fait, c'est ça la réalité, tu vois. Et je le sais. Et je le sais profondément parce que toutes les personnes même que je connaissais un petit peu de loin ou quoi et qui n'ont pas pris mon parti, c'est des gens qui détestent les hommes et elles le disent. Là, on voit ce que nous, on appelle justement la coopération. C'est-à-dire, on mène une opération conjointement. C'est ça l'action des sujets collectifs. C'est-à-dire, on a conscience de faire partie d'un même sujet et que le fait que l'un tienne, l'autre tienne. Là, on y est complètement. Comme vous voyez, par exemple, des bourgeois solidaires quand on commence à parler de la taxe Zuckman. Ils n'ont pas besoin de se concerter, ils n'ont pas besoin de se connaître, de se fréquenter pour pouvoir tenir le même discours parce qu'ils se sentent attaqués. Et là, on a un sujet collectif masculin, pas du tout patriarcal. Je suis sûr qu'il y a très peu de pères de famille dans la liste là, vraiment jeunes masculinistes. Et là, on va vraiment avoir ce sujet masculin qui ne se sent pas attaqué parce qu'on lui refuse des privilèges, parce qu'on attaque sa hiérarchie, etc. Non, qui se sent attaqué dans ce qu'il est lui-même en tant que force virile et surtout force d'opposition aux femmes.
Alors moi je vais le dire, en plus il y a tout un langage que moi je connais. Bonjour, je suis N'Golo Kanté, jamais vu une défense aussi solide. Le côté foot, masculin, ça me parle. Bonjour, je suis opticien, je n'ai jamais vu une telle correction. Bonjour, je suis agent 47, et là il y a même un jeu qui se fait pour le soutenir avec copy-pasta. Je n'ai jamais vu une mission aussi bien exécutée. La perf. Après, la réponse d'Elydia, on a plutôt tendance à être de ton côté. Je suis militaire et pourtant, je n'ai jamais vu quelqu'un tirer autant à balles réelles. La violence du truc. 1 million de vues en 12 heures.Elydia doit être jalouse. Bonjour, je suis Franck Leboeuf. Je n'ai jamais vu un message aussi bien véhiculé. Van Dyke, le plus dur, c'était Fougou. Van Dyke, je sais pas si tu connais Virgil Van Dyke. C'est considéré comme un des meilleurs défenseurs centrales du monde, mais il est moins bon maintenant. Elle a supprimé tous ses messages, rien à ajouter. Je suis Mike Tyson, je n'ai jamais vu une mâchoire aussi résistante. Je vais pas tous les lire. Les premiers trucs, c'est des coms likés 43 000 fois, C'est ça. 43 000 fois, 37 000 fois, 29 000 fois. C'est une dinguerie. C'est C'est une dinguerie. C'est-à-dire que le peuple applaudit. Le type qui est venu, sa meuf a dit « il m'a violenté physiquement et psychologiquement ». Le mec arrive, expose sa vie intime, la défonce auprès de ses proches, passe des pans entiers de ses vocaux, de ses messages, etc. Le balance à tout le monde, dit « je lui ai mis des patates dans la gueule », enfin des baffes dans la gueule, pardon, des baffes, c'est moins grave. Mais quand même, elle était chiante. Et t'as tout le monde qui est là « bravo, bravo, c'est super et tout ». Mais il reste vraiment du putain de taf. C'est Mais pas c'est possible. ça, et c'est vraiment là, si tu sens vraiment le niveau de fragilité. Ils veulent violenter une femme par un tiers. Féliciter celui qui fait presque à sa place, tu vois, la violence envers les femmes. Et là, on est dans un sujet collectif. Et là, effectivement, on est d'accord, il est en train de naître un sujet collectif, il existe, il est sous vos yeux, et il représente des milliers, voire des millions de personnes. Ça ne veut pas dire que tous les gens qui vont faire ça vont passer à la même violence, mais qui se sentent dans un continuum collectif de trouver que c'est bien de faire, comme tu l'as bien dit Zoé, fermer sa gueule à une femme. C'est vraiment ça. Et là, il y a un travail, c'est il va falloir justement violenter ce sujet collectif-là qui aime violenter des femmes, quoi. Il va falloir donner de la force aux femmes, faire de la formation, du militantisme pour que ce sujet collectif, comme la bourgeoisie, se sentent moins à l'aise. Lordon avait cette phase, à un moment donné, il faut les faire redescendre. C'est bizarre hein, quand on vient dire on va former des prolétaires pour que ils puissent se défendre face à leur patron, face aux bourgeois, pour que la bourgeoisie se sente moins à l'aise. C'est la même chose. Ce qui est bizarre, c'est que souvent, quand on dit ça pour le sujet collectif masculin, là, tout le monde est en train de paniquer. Ah non, mais vous vous rendez compte, ça va peut-être donner du pouvoir répressif, ça va peut-être... Non. Pareil pour la bourgeoisie, ce sont des gens qui agissent dans la domination, qui reproduisent de la violence, même si des fois ils sont dans des classes subalternes, il faut les faire redescendre. Comme quand vous avez quelqu'un de votre famille qui tient des propos racistes ou quoi, si votre truc c'est de dire bah c'est de ma famille, il est ouvrier, donc quand il dit des trucs racistes ou sexistes, oh bah je rigole et puis je baisse les yeux, mais dans ma tête, hein, l'important c'est que je sois de gauche, bah non, vous êtes juste un lâche, voilà. Et en plus d'être des lâches, bah vous êtes des collabos puisque vous ferez en sorte que de toute manière tout ça continue de perdurer. Point. Maintenir l'ordre établi. Maintenir l'ordre Exactement. établi qui tient depuis très 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 longtemps, qui commence à vaciller et donc qui se défend d'une manière un peu différente. Tout à l'heure, vous avez peut-être entendu Chris dire là, c'est pas le patriarcat, mais parce que nous ici, on pense qu'il y a une évolution en cours de la manière dont la domination masculine s'exerce. Le patriarcat historique du chef de famille qui avait un droit de propriété et de domination sur sa femme et ses enfants, etc. Cette organisation sociale-là est en train de péter depuis la deuxième moitié du XXe siècle, en gros. Donc ça va très vite à l'échelle de l'humanité et de l'histoire de la domination patriarcale, etc. C'est très court, en fait. Et donc, il y a des choses qui sont en train de bouger, des jeunes femmes qui n'acceptent plus ces trucs-là, et donc des nouvelles méthodes pour s'approprier un objet qui n'a plus envie d'être approprié de la part des hommes. Et ça, on va retourner dessus un peu en détail, un peu plus loin. Mais je voulais vous montrer ça, et je voulais vous montrer aussi le tout début d'une vidéo que West France a fait sur l'affaire Fougou et Lydia, parce que le tout début évoque aussi des réactions qui ont été faites à l'encontre des Lydia suite à ces prises de parole. T'es juste folle, meuf. Les femmes qui sont toxiques comme toi et qui utilisent leur position de femme pour faire tomber des hommes, c'est à vomir. C'est à cause de ce genre Position de femme. qu'on va plus croire les vraies victimes. Fougou égale preuve, explication. Et Lydia, je suis une femme, j'ai raison. Les gens, ils ont compris qu'en face, ils avaient un sujet collectif féminin. Ils le disent, position de femme. Vous utilisez le truc de simplement vous êtes des femmes, on se sent inférieur, on se défend. Inversion de la domination, tu vois, de la victimisation. C'est vraiment extrêmement significatif. Je reprécise ce que tu as dit.
Oui, effectivement, la sortie du patriarcat est une forme d'émancipation et de libération pour les femmes, c'est-à-dire le fait de ne plus être réduit à la sphère domestique dans la société. Par contre, la réaction à ça, c'est le masculino-capitalisme. C'est aussi pour les femmes de devoir se cartonner le sujet masculin, non plus dans la sphère domestique en tant que hiérarque, en tant que chef de famille, en tant que dominateur, mais de l'affrontement du sujet masculin en tant que concurrentiel dans le reste de la société. Et ça, c'est ce que vous voyez, c'est aujourd'hui des hommes qui ne se projettent pas forcément comme pères, comme propriétaires des femmes, etc., mais comme concurrents des femmes et comme supérieurs intrinsèquement aux femmes. Non pas dans une relation de la domesticité du foyer, de l'ordre productif, mais comme essentiellement supérieurs. Et donc, ce qu'ils vont attaquer, c'est le fait d'être féminin. C'est pour ça que nous, on va dire, il y a une dynamique révolutionnaire féminine. Ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur, il n'y a pas des contradictions. Être une femme n'est pas ce qui recouvre l'intégralité des individus. On n'est pas que femme. Zoé, elle est femme, elle est aussi membre d'une classe, elle est aussi membre d'une race, elle est aussi structurée par d'autres choses, etc. Moi, je pareil pour un homme. Voilà, c'est un aspect. Mais cet aspect-là, cet aspect du genre, il est suivant tel ou tel genre, conservateur ou révolutionnaire. Et nous, on va dire, l'aspect d'être femme en 2025, encore plus quand on est dans des moments jeunes, il est révolutionnaire. Et quand on dit révolutionnaire, c'est pas dans le sens romantique. C'est qu'il transforme profondément la société. La féminisation, Zoé, tu le rappelles bien, dans les mondes médicaux de manière plus pragmatique, transforme la société. Et quand elle transforme la société, cette dynamique-là, à la fin, elle enlève du pouvoir. Elle transforme aussi des gens. On l'a dit au début de la vidéo. Transformer la société, c'est transformer des gens. Et il y a des gens qui ne veulent pas être transformés. C'est ça, être réactionnaire ou être conservateur, qui se trouvaient très bien dans leur position masculine de supériorité. Et bien, vous avez ça dans les commentaires là que vous venez de voir, dans les likes, dans les commentaires de la vidéo de Fugu. Vous avez un sujet qui transforme, qui révolutionne la société, le sujet féminin, et un sujet qui, lui, résiste, qui lui tente d'exister malgré tout, par la violence, qui se débat comme un poisson sur la berge, avec la plus grande des violences, c'est le sujet masculin capitaliste. C'est très précis, tu vois, ce que tu dis, parce que, en fait, chaque petite perte de pouvoir sera insupportable quand tu entends le truc de c'est une femme qui veut encore faire tomber un homme, etc. Mais qui tombe? Qui putain de tombe dans ce pays, bordel de merde? C'est insupportable d'entendre ça. On a des études qui montrent, par exemple, sur la pénalisation de ce type de violence. On a des études qui ont été faites sur des très très grands échantillons. Je pense à cette étude qui avait été faite par un institut de sciences politiques qui avait porté sur des cas de violence conjugale et de violence sexuelle, qui avait étudié des millions et des millions et des millions d'affaires, qui avait montré que sur la masse de plaintes déposées, ça avait été fait sur des années, sur la masse de plaintes déposées, dans le cadre des violences conjugales, les faits sont classés sans suite dans plus de 85% des cas, et dans le cas des viols, c'est 96% des cas qui sont classés sans suite, sachant qu'il n'y a qu'une toute petite partie des femmes qui portent plainte. Donc vous voyez, en fait, les gens qui sont réellement mis en examen, châtiés, etc., sont une toute petite portion de tous les actes qui sont faits. La réalité dans ce pays, c'est qu'il vaut mieux mettre des grandes baffes dans la gueule de sa meuf plutôt que de piquer de la bouffe dans un magasin. C'est ça la vérité. Ouais, tu vas aller en prison, etc. Mais les gars, non, je ne vais pas aller en prison. Si ce que j'avais fait était si grave qu'elle le prétend, les gars, je serais déjà en GAV, on m'aurait déjà mis les menottes. J'ai rien eu, pas de convocation, personne n'a toqué chez moi. Le seul truc que j'ai eu, c'est des menaces de mort par message. Ce sont des trucs massivement acceptés, pas punis. Si jamais t'es mis en cause, on te soutient, nanana, on se demande si quand même c'était pas un peu une connasse, la meuf, si elle l'avait pas un peu choisi et tout. C'est toujours putain de comme ça. Donc faut arrêter avec ces discours. Et tu vois, là, juste avant, j'avais parlé de Léo Grasset. Est-ce que tu sais ce qui advient de Léo Grasset aujourd'hui? Je pense qu'il a perdu toute vie sociale. Et je pense qu'il est devenu boulanger, parce qu'il paraît que quand on est boulanger, on est moins attaqué que quand on est streamer. Eh bien, figure-toi, Chris, que non, en fait. Oh, qu'est-ce que c'est étonnant. Léo Grasset, il est toujours grand youtubeur sur sa chaîne Dirty Biology. Ses vidéos font des centaines de milliers de vues, etc. Enfin, faut arrêter avec les carrières brisées. Moi, je vais juste aussi dire un autre truc. Arrêtez de baisser les yeux devant des gens qui essayent de vous intimider sur ça. Quand vous demandez plus de justice, qui vous répondent avec vous allez créer du punitivisme, vous allez renforcer les dispositifs de répression d'État. Non, 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 non. Quand on réclame plus de justice contre les violences policières, les comportements racistes de la police, contre la domination masculine, etc., on ne renforce pas l'État, on l'attaque. Parce que cet État-là est au service de la domination masculine. Et faire croire que ce serait les sujets les plus dominés, les femmes, les gens racisés qui se battent contre les violences policières, etc., qui provoqueraient des niveaux de punitivisme ou de répression ou de contrôle en plus de l'État, l'État a tous les moyens. Ça, c'est des gens qui vous disent ça, qui essayent de vous intimider, qui sont toujours du côté de la conservation, qui ont peur
que justement on regarde ce qui se passe chez eux, qu'on les contraigne un petit peu parce qu'ils ont sûrement pas des comportements toujours très propres. Et d'ailleurs, en général, vous allez le voir, ils défendent toujours des gens qui sont accusés. Mais ça, arrêtez de vous faire avoir. C'est toujours l'État qui décide seul et unilatéralement. Il en a tous les moyens, toutes les forces d'élever ou d'abaisser son niveau de punitivisme. Ce n'est jamais des sujets collectifs dominés qui réclament justice, qui lui imposent d'être plus répressifs. Tout ça, ce sont des conneries. C'est un moyen d'intimidation et de conservation. Ce sont aussi des moyens de gens qui se disent de gauche, qui se disent progressistes, d'éviter qu'on les attaque, soi-disant parce qu'ils seraient libertaires. Donc arrêtez de baisser les yeux, continuez de réclamer justice, continuez de réclamer que les choses changent, que des gens soient dépositionnés de leur position quand ils sont violents. Et en face, les gens qui essayent de vous intimider ne sont que des supplétifs de la police qui jamais ne fait rien face à eux. Et la police s'en bat les couilles des violences conjugales et des violences Voilà. sexuelles. Faire face à la police dans ce contexte, ça demande beaucoup de courage et souvent on est extrêmement, extrêmement, extrêmement violenté. Pas de justice, pas de paix. Ça marche aussi avec les violences masculines. Pas de justice, pas de paix. Parfaitement. Il faut aussi penser des manières de pouvoir faire justice qui ne dépendent pas de la justice bourgeoise qui, de toute façon, nous maltraite. Après ça, Lydia a sorti une vidéo qui fait 27 minutes, qui a été 3 fois moins vue que la vidéo du mec. Et nous, on va regarder sa réponse, pour le coup, une partie de sa réponse où elle raconte, pas forcément les faits, parce que ça, je trouve que c'est très dur à passer. Et puis, si vous voudrez aller voir de votre côté, vous pourrez. Mais où elle fait un peu le bilan, ce que ça lui a fait, cette histoire, et qu'est-ce qu'elle veut faire de tout ça ensuite, parce que je trouve qu'il y a des choses politiques à en dire et que c'est assez fort ce qu'elle a raconté. Moi, je préfère qu'on lui laisse la parole à elle qu'à lui, qu'il a eu 3 fois plus qu'elle de fait, quoi. Ma voix a beaucoup moins d'impact que celle d'une femme, et je le conçois malheureusement. Alors, on va se passer la fin de sa vidéo, parce que c'est vraiment intéressant ce qu'elle raconte. Alors, vous allez voir, moi, je trouve que la vidéo est dure à regarder, je vous le dis, parce qu'on voit cette très jeune femme, elle a 21 ans, encore une fois, hein, imaginez, il y a une vidéo à 3 millions de vues sur sa gueule, d'un homme qu'elle accuse de violence physique et psychologique, qu'elle a vécu pendant des années. Bref, c'est vraiment extrêmement dur et violent. Et moi, de voir cette toute jeune femme que je trouve honnêtement très courageuse de faire face à tout ça, c'est un truc qui me touche. Voilà, je le dis, ça me touche. On va l'écouter. Alors, pour vous dire, le moment où on va prendre la vidéo, c'est juste après qu'elle ait donné sa propre version de l'épisode où il lui met des baffes dans la voiture. Sa version à elle, c'est qu'ils se sont disputés, comme très souvent, et qu'elle ne se sent pas bien dans l'habitacle de cette voiture, et donc qu'elle veut sortir. Ils sont au péage et elle veut qu'il la dépose sur le petit parking après du péage et appeler un taxi et rentrer en taxi. Il refuse et donc elle force, elle éteint le moteur en lui disant « je veux descendre », elle ouvre la porte en disant « je veux descendre ». Elle se sent coincée dans cette voiture. Et là, il la bloque et il la frappe. Et ça, pour le coup, lui aussi reconnaît avoir fait ces choses-là. Et donc, il finit par se garer sur cette petite aire de repos et elle décrit qu'elle est terrifiée, mais je sais pas, mettez-vous à sa place. Vous êtes dans un contexte, encore une fois de ce qu'elle raconte, d'un couple où vous subissez de la violence psychologique quotidienne et où vous avez déjà vécu des violences physiques. Vous êtes à la merci d'un homme qui est au volant de sa voiture. Vous êtes extrêmement vulnérable dans ce contexte-là. Vous êtes seul dans l'habitacle, c'est lui qui conduit. Il rentre sur une autoroute potentiellement. S'il est énervé et tout, le mec peut menacer de foutre la bagnole dans le mur, de machin. Des choses fréquentes dans les violences conjugales. Les hommes qui créent volontairement des accidents de bagnole en utilisant le fait qu'il y ait les enfants à l'arrière et tout. Alors là, il n'y a pas d'enfants dans ce contexte. Mais voilà, c'est des choses, je ne dis pas que c'est le cas de ce qu'il a fait, je dis que c'est fréquent dans les cas de violence conjugale. Parce que c'est vraiment une mise à la merci monstrueuse d'être passager d'une voiture avec un homme en colère et violent qui conduit. C'est très flippant. Et donc, c'est normal qu'elle ait envie de sortir à tout prix. C'est normal qu'elle essaye de sortir à tout prix. Et si en plus, il lui met des grosses baffes dans sa gueule, c'est encore plus normal qu'au moment où elle peut sortir, son premier réflexe, c'est de courir et d'aller se cacher. Lui, il utilise ça pour se foutre de sa gueule, mais vous vous rendez compte Enfin, je suis désolée, mais je suis encore choquée, en fait, que les gens puissent voir ça et ne pas se rendre compte de la gravité du truc. Donc, on va écouter Lydia, donc Célia, de son vrai prénom. Là, elle vient de raconter cet épisode de la voiture et on va écouter la fin de sa vidéo parce que vraiment, c'est intéressant et puis que j'ai envie qu'on puisse lui laisser un peu la parole. Je suis rentrée à la maison et comme si ça n'avait jamais existé, quoi. Du coup, lorsque je rentre dans la voiture, ma copine que j'avais appelée juste avant de parler avec lui m'envoie des messages et me dit tu es sous emprise, prends-toi un appartement, pars, j'en peux plus. Même elle en pouvait plus parce qu'à chaque fois je lui racontais quand il m'arrivait un truc avec lui, et elle en pouvait plus elle aussi et voilà. Mais vous imaginez, la vulnérabilité, elle n'a pas de bagnole, elle est au milieu du péage de l'autoroute, enfin, c'est la sauce, tu vois. Elle vient de se prendre des grosses baffes par le mec qui vit avec elle et qui est censé l'aimer. Et du coup, sa méthode pour s'en sortir, c'est qu'elle finit par remonter dans la bagnole et fait comme si de rien n'était. Et ça, c'est
extrêmement banal et classique. Et ta pote qui est une force de rappel externe, c'est aussi pour ça que dans les dynamiques de violence conjugale, il y a une tendance à couper la personne de ses amis. Parce qu'en fait, les personnes extérieures, notamment les femmes de ton entourage, ta sœur, ta mère, tes amis, etc., sont parfois des forces de rappel qui te permettent de te dire ce que tu es en train de vivre n'est pas normal. Parce que toi, tu es tellement prise dans ce truc, quand il y a des dynamiques de violence psychologique, des trucs de chaud-froid, de rabaissement, de te dire mais en fait c'est moi qui suis folle, mais en fait c'est moi qui fais pas d'efforts, mais c'est moi qui le mets en colère, c'est moi qui le rends comme ça c'est très fréquent chez les hommes, hein, de dire regarde ce que tu me fais faire, regarde comment tu me rends, c'est toi qui génères ça chez moi, toute cette violence elle vient de toi, c'est toi qui génères la violence. Mais quand on est là en fait, et qu'on t'a dénigré, rabaissé, etc., tu n'as plus confiance en tes propres sentiments de révolte. Et donc, avoir quelqu'un d'extérieur, une copine et tout, qui dit ce qui te fait, c'est pas normal, t'es sous emprise, etc., bah, parfois, c'est des moyens de pouvoir se sortir de la situation. Et surtout, quand tu as souvent des stratégies en face, souvent c'est les femmes. Je fais un petit pas de côté, mais tu sais, sur le livre par exemple de Benoît Coquart, souvent c'est les femmes qui abandonnent leur cercle d'amis pour rentrer dans le cercle d'amis des hommes. Du coup, ce qu'on disait en entrée, la parole commune et donc l'effet d'objectivité vient des hommes. C'est pour ça qu'il a dit, il a pris à partie ses potes en disant mais t'as vu, eux aussi trouvent que t'es folle. Parce qu'en fait, on est individualisé, donc subjectivisé. C'est là où on voit la force du groupe. Voilà. On voit la force de l'altérité pour transformer la situation. Si vous êtes seul et que tout le monde vous répète autour de vous que vous êtes fou, voilà, ou que vous avez tort, vous finissez par le croire. Il y a un livre assez intéressant qui avait été aussi adapté au cinéma là-dessus, qui s'appelle La moustache d'Emmanuel Carrère, je sais pas si tu connais, qui avait été adapté en film avec Vincent Lindon. L'histoire est assez intéressante, c'est un gars, il a une moustache, puis un jour il rase sa moustache, d'accord, pour voilà, il a une moustache toute sa vie, il rase sa moustache, et puis il va voir sa femme, ses amis, puis il dit alors, tu vois ce qui a changé. Et la personne lui dit mais il y a de quoi, tu vois. Et donc, il dit, je me suis rasé la moustache. Et là, tout le monde commence à lui dire, mais t'as jamais eu de moustache, en fait. Il essaye d'insister, mais si, mais regarde les photos, machin. Et en fait, on ne sait pas, dans le récit, si lui-même est fou, quoi. Il croit qu'il a une moustache sans l'avoir jamais eu, tu vois, un problème de rapport à la réalité. Et il choisit soit de devenir paranoïaque, genre, le monde est contre moi. Je sais que j'ai raison, mais le monde est contre moi, donc il tombe dans une paranoïa pour éviter d'assumer, de dire bah oui, je suis fou, les autres ont raison, j'ai jamais eu de moustache, ce que j'ai fait n'a pas existé. Tu vois qu'effectivement, l'enfermement, le fait d'avoir une communauté qui soit solidaire, les hommes, contre une seule femme, peut rendre justement ultra subjective. Et comme tu dis, on a besoin, j'aime bien l'idée de force de rappel, c'est-à-dire de pouvoir dire mais non, en fait, tu n'as pas tort. Nous partageons ton point de vue. Nous sommes aussi un sujet collectif capable d'affronter le sujet collectif en face. Voilà. Tu n'es pas un individu contre un sujet collectif. Et si vous êtes un individu contre un sujet collectif, un autre exemple différent, mais vous pouvez prendre le film de Costa Gavras, Adult in the Room. Tsipras qui a eu la bonne idée d'affronter tout seul l'Eurogroupe quand il défendait le Syriza. Bah en fait, il était tout seul contre toute une armée de gens qui lui disaient mais ça ne peut pas marcher vos politiques contre le néolibéralisme. Bah à la fin, il est tombé parce que il s'est retrouvé seul contre un sujet collectif, quoi. Voilà. Et ça c'est intéressant. Elle est mise dans cette dynamique-là et la force de rappel d'autres membres de ton sujet collectif qui coopèrent comme toi à cette vision du monde féminine vont pouvoir te permettre de dire non, tu es sous emprise, non, tu n'as pas tort. Je finis là-dessus. C'est pour ça que croire et permettre qu'on croit, c'est ça quand on dit on te croit. Non seulement on te croit, mais on va permettre que d'autres gens te croient. C'est cette force de rappel-là. C'est ce qu'on voit dans la pédocriminalité. Cet enfant, il raconte n'importe quoi, il est mytho, voilà. Et donc, faire croire et permettre aux gens qu'on exprime une nouvelle parole, c'est le début de l'expression, de la possibilité de transformation d'un sujet collectif. Donc, toujours pareil, ne laissez-vous pas intimider quand des gens vous disent que MeToo, que le on te croit, c'est libéral. Non, ce sont le début de l'expression, pas encore assez intense, mais déjà beaucoup trop pour le sujet collectif dominant, de un monde qui est en train de commencer à s'effriter et donc il faut l'accentuer et intensifier cette brèche. En fait, quand on parle de violence, on parle pas que de violence physique, des coups, des claques, mais on parle aussi vous savez, la violence des mots. Derrière les actes qu'il m'a fait, c'est surtout la symbolique qui se cache derrière qui m'a vraiment détruite. Le fait de voir la personne que j'ai aimée m'humilier, me violenter, me rabaisser, m'insulter quotidiennement, que ce soit sur mon physique,
ma personnalité, ma manière de parler, ma manière d'être. Ça, c'est marrant, hein, mais pourquoi on dit tout est politique, on politise? Mais parce que c'est un fait tellement commun. Qui regarde cette vidéo là dans les trucs dit je n'ai jamais vu un collègue, un ami, quelqu'un de ma famille, etc. faire ça avec sa femme ou avec son conjoint ou avec son amoureux, amoureuse, enfin peu importe, voilà. Je n'ai jamais vu ce genre de relation asymétrique. Mais c'est faux en fait. C'est tellement commun qu'on ne le voit plus, quoi. Ça permet de le voir et effectivement peut-être de sortir de cette volonté de on fait comme si on n'avait rien vu, quoi. Et tu vois, là, ça me fait penser au bouquin. Il y a un bouquin que j'ai lu, là, il y a quelques mois, qui m'a beaucoup intéressée, qui s'appelle Perversion narcissique, une étude sociologique, qui est écrit par Marc Joly. Je vous conseille ce livre. J'ai envie de vous en parler depuis le début de cette vidéo parce que je trouve que ce livre parle de ça. Alors, je ne suis pas en train de poser un diagnostic sur qui que ce soit et tout. Pour vous mettre le contexte, moi au départ, j'avais pas très envie de dire ce livre parce que le terme de pervers narcissique, ce que moi j'ai envie d'appeler les violences psychologiques parce que je trouve que c'est plus précis, je pense que c'est beaucoup plus proche de ce dont on a envie de parler en règle générale. Ces mécanismes-là, en fait, ce sont des choses qui arrivent parce que aujourd'hui nous sommes dans une situation où il y a un conflit de normes. Lui, c'est le terme qu'il utilise. Entre la norme patriarcale, l'ancienne norme dans laquelle le père de famille avait autorité et pouvoir sur sa femme et ses enfants, etc. Et la norme égalitaire aujourd'hui qui est montée, notamment pendant la deuxième moitié du XXe siècle, en donnant la possibilité aux femmes d'ouvrir elles-mêmes d'un compte en banque, de travailler, de pouvoir se séparer, d'avoir une autorité sur les enfants qui est partagée avec le père, voire même d'élever leurs enfants seuls, ce qui est très fréquent quand les couples sont séparés. Bref. Et puis, tout un tas de femmes aujourd'hui, les jeunes femmes, les femmes qui ont de la génération de Célia, même si elles n'ont pas été élevées par des militantes féministes, etc., en fait, elles vivent quand même dans un monde avec des structures mentales où elles ont des envies de réalisation professionnelle, de réalisation personnelle. Elles ne conçoivent pas leur vie comme une vie où on doit être subordé à un homme, dépendante financièrement, dévolue au foyer, à élever les enfants, etc., sous autorité d'un homme et tout ça. Même si elles ne sont pas elles-mêmes des grandes féministes, etc. Et donc, pour les hommes, il y a un conflit de normes qui se passe entre le fait qu'ils ont encore un rapport assez patriarcal, entre guillemets, à leur compagne, et notamment avec une envie de posséder, de pouvoir se servir comme d'un instrument, etc., de cette femme, et une femme qui, elle, refuse par ses dispositions de se laisser posséder, de se laisser soumettre. Et tout ça dans une société où ce n'est plus acceptable de mettre des grandes roustes dans la gueule de sa meuf pour qu'elle ferme sa gueule, de lui couper les vivres, de l'empêcher de travailler et tout ça. Et souvent, d'ailleurs, Marc Joly montre dans les cas qu'il enquête que ce sont des hommes qui tiennent des discours féministes, qui disent qu'ils trouvent que l'égalité, c'est super et tout ça. Et c'est extrêmement fréquent. Alors lui, en plus, il est quand même sur un terrain d'enquête qui est particulier, qui est cette association. Et en fait, cette association intervient souvent parce que ce sont des mecs donc, qui vont briser complètement l'ego des femmes. Ils vont briser leur autonomie. Ils vont briser leur capacité à exister en dehors de leur mec. Et donc, ça va se faire par des méthodes de manipulation mentale, par des méthodes de chaud-froid, par du rabaissement quotidien, etc. Ce que Célia raconte et ce que, en fait, plein de femmes notamment racontent. Et ça, ce sont des méthodes qui, petit à petit, détruisent l'ego, détruisent la capacité à s'autoprotéger, la capacité à penser qu'on peut vivre sans l'autre, etc. Marc Joly a cette particularité d'étudier, comme je vous le disais, dans cette association. Et en fait, cette association, elle se retrouve dans des situations où c'est beaucoup des situations post-conjugales, en fait, après la séparation, où en fait, les mecs ne lâchent rien. Mais c'est une dinguerie, et particulièrement quand il y a des enfants dans l'histoire. Mais alors là, c'est horrible. Et on voit des mecs qui vont pourrir la vie de leur ex. Ils mettent toute leur énergie. Des mecs qui en avaient rien à battre, des mômes, etc., qui ne se sont pas investis pendant la grossesse, qui l'ont laissé gérer la totalité et tout. Au moment où ils sont séparés, se mettent à surinvestir les enfants vraiment d'une manière instrumentale, tu sais, qui instrumentalisent les enfants. En moyen, quoi. C'est des moyens. Ouais, exactement, mais comme leur meuf est un moyen. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était déjà des moyens, en fait, quand tu regardes bien. En fait, c'est aussi des hommes qui ont fait des enfants parce que c'était aussi un moyen de réussite sociale. Tu fais des enfants qui ne t'intéressent pas, mais que tu peux dire, bah ouais, j'ai 2 gamins. C'est encore un moyen de dire... je suis un homme accompli, tu vois, tu t'en occupes pas, et puis quand on veut te les retirer, bah oui, parce que tu peux pas assumer, voilà, comme tu l'as dit, voilà, c'est aussi une transformation, c'est difficile d'assumer, bah ouais, moi je vois plus mes gosses, parce que dès que tu dis ça, bah comment ça se fait, tu leur tapes dessus, enfin tu vois, il y a ces incriminations-là, donc hop, c'est aussi un moyen toujours de se remettre à soi, et encore plus, là, ça devient en plus un moyen tiers d'emmerder sa femme, c'est vraiment des comportements de propriétaires et de domination ultra-violente, ouais. Totalement. Et la violence psychologique a cette fonction de prendre le pouvoir sur un objet qui ne veut pas qu'on prenne le pouvoir sur lui, tu vois.
de prendre le pouvoir sur ces femmes du 21e siècle qui ne veulent plus de ce type d'ordre. C'est vraiment très intéressant. Alors je vous dis, il faut en faire des choses politiques du bouquin de Marc Joly parce que c'est un travail de sociologie, donc on va dire très J'ai descriptif mon quand même. avis sur Marc. Oui, je sais. Alors, mais un jour, en vrai, ça sera intéressant parce que Marc Joly a écrit un livre pour dire qu'il n'y avait plus besoin de faire de philosophie parce que maintenant, il y a la socio. Donc, vous imaginez que Chris est dans un état pas possible. Non, mais en plus, moi, je sais que tu m'as dit que tu l'avais classé dans les livres oppositionnels, c'est-à-dire je suis pas d'accord, mais intéressant. Ah oui, bien sûr, je prends Marc Joly très très au sérieux. C'est un sociologue brillant, avec qui je suis pas d'accord, mais avec qui j'aime discuter, quoi. Enfin, voilà. Et je vous jure, si ces questions vous intéressent, lisez ce livre. C'est un énorme pavé, c'est très pointu, etc. Mais si vous avez envie de réfléchir politiquement à ça, c'est vraiment, moi, ça m'a vraiment nourri ma réflexion sur ces sujets-là. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'il explique sur les toutes jeunes femmes, tu vois, les femmes de la génération de Célia. En fait, souvent, elles sentent la merde arriver plus tôt parce que, mine de rien, de génération en génération, il y a quand même des méthodes d'autodéfense à la violence masculine qui sont de plus en plus importantes du fait de ce sujet collectif féminin, etc. Et donc, souvent, elles arrivent à se barrer avant de se retrouver avec les mômes, avec la baraque achetée en commun, où là, après, enfin, je dis pas que c'est impossible de s'en sortir, mais vraiment, enfin, un homme qui a été violent avec toi et tout, t'as fait des enfants avec lui et toute ta vie, il va te casser les couilles avec tes mômes, utiliser Mais tes mômes contre toi et tout ça, c'est l'enfer, quoi. C'est ce que tu l'horreur. montres là, les dynamiques de résistance. Ce qu'elle fait là, Ouais. Lydia, ça n'existait pas. En fait, ce que faisait Fougou dans Prise, même dans le monde du spectacle, tu vois, existait sûrement il y a 10-15 ans, même au début de YouTube, des premières stars de YouTube ou des premières, tu vois. Mais il n'y avait pas de Lydia. La dynamique de fond de transformation de ce sujet collectif fait que là, elle s'en prend plein la gueule. C'est ultra violent, mais elle le fait quand même, quoi. Et ça, c'est la force d'une résistance, tu vois. C'est doublement important. Elle est l'incarnation de cette structure, de ce sujet collectif de résistance. Voilà. C'est pour ça qu'il faut tenir, la soutenir et accompagner et aider. Parce que quelque chose est en train de se transformer sous nos yeux. Le fait qu'elle prenne le temps de faire ça, malgré ce qu'elle prend dans la gueule, c'est une résistante, quoi. Totalement. Et tu vois, il y a une phrase dans son communiqué, le premier, où elle dit « En mars 2025, sans le prévoir, sans savoir comment, j'ai réussi à le quitter ». Et lui, il se fout de sa gueule sur cette phrase. Ensuite, il y a une incohérence. Elle dit, premièrement, il me menaçait de me virer de chez lui. Et juste en dessous, elle précise, en mars 2025, sans le prévoir, sans savoir comment, j'ai réussi à le quitter. Alors moi, ce qui me pose problème, c'est que lorsque tu dis j'ai réussi à le quitter, ça voudrait dire que tu étais séquestré, que je t'empêchais de me quitter. Alors oui, Fugu, oui, bonjour, enchanté. Il se trouve qu'il y a des mécanismes d'emprise sur les gens qui font que parfois, même s'ils sont pas enfermés physiquement, ils se barrent pas d'une relation qui fait du mal et où ils sont violentés. Nous sommes en putain de novembre 2025 et on découvre que même si la porte n'est pas fermée à clé, parfois c'est difficile de sortir d'une relation de merde. Putain, bon bref, c'est insupportable. Vraiment, je te jure, toute cette vidéo de Fugu m'a mis dans un état. J'écoutais le truc, j'étais là, oh, je vais péter Ah, un mais plomb. t'as raison. C'est bizarre que Marie Trintignant, elle soit pas barrée. Bah ouais, C'est bizarre que hein. Christina Radi, la deuxième meuf de Kanta, elle soit pas barrée. Le mec, quand même, je vous refais un Kanta. Le mec quitte sa femme, elle a accouché depuis quelques jours de leur deuxième enfant. Il quitte sa femme pour Marie Trintignant. Donc elle se retrouve postpartum, un enfant en bas âge, un nouveau-né. Ton mec se barre avec une autre meuf. Bon, déjà, quand même un peu chiant, tu vois, comme situation. Il se barre avec Marie Trintignant, c'est l'amour fou, c'est la passion, je sais pas quoi, tout ce que tu veux. Il se retrouve lors d'un tournage de film parce qu'il lui colle au cul tout le temps, il la laisse jamais tranquille, jamais toute seule et tout, elle n'a pas le droit de vivre sa propre vie professionnelle et tout ça. D'ailleurs, l'équipe de tournage du film trouve qu'il est relou, tu vois, être là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et un soir, il s'engueule parce qu'elle a envoyé un message à son ex, qui est le père d'un de ses enfants, qu'il trouve trop sympa, et il l'a détruit à coups de poing. Mais bon, c'est pas de sa faute, il a eu une grosse crise de colère, pauvre chouchou, hein. Il l'a détruit à coups de poing. Il faisait 40 cm et 50 kg de plus qu'elle. Puis, il la laisse faire une hémorragie interne et se vider de son sang, le visage détruit, sans prévenir les secours, et elle meurt comme ça, elle agonise pendant plusieurs heures et elle meurt quelques jours plus tard à l'hôpital. Au procès, son ex-femme, il se remet avec elle, celle qu'il avait laissée toute seule, hein, avec le nouveau-né et tout, témoigne pour dire qu'il n'a jamais été violent avec elle, pour lui sauver le cul. Il fait quelques années de prison en Lituanie et puis il rentre en France et il revient vivre avec cette femme, Christina Radi. Il lui fait tellement vivre un enfer, d'accord ? Et là, je rapporte les faits qui sont publics. Quelques mois avant sa mort, car Christina Radi aussi va mourir, elle appelle ses parents, elle leur laisse un message pour dire qu'il l'a encore frappé, qu'il est invivable, etc., etc. Et quelques mois plus tard, elle se suicidera dans la maison où lui dort. Bertrand Cantat, c'est le mec qui dort pendant que ses femmes meurent. Est-ce que Fugu trouve que comme la porte n'était pas fermée à clé, c'est bizarre qu'elle ne soit pas partie ?
Sérieusement, putain, c'est quand même une dinguerie de sortir des trucs comme ça. Je ne peux que penser aux enfants de ces deux femmes. Il y a 6 gosses qui se sont retrouvés orphelins dans cette histoire. 4 enfants de Marie Trintignant et les 2 enfants de Christina Radi, bref. Et c'est un homme très féministe et très progressiste, hein, bien sûr. Contrôler, minorer, isoler, dévaloriser, capter, fatiguer, dénigrer, contraindre. Au lieu de se demander « mais enfin, pourquoi n'est-elle pas partie ?» et de s'en agacer, c'est se demander « qu'a-t-il mis en place pour qu'elle ne parte pas ?» Ça, c'est suppléé par des discours justement de gens qui essayent d'être sur 2 plans en même temps pour essayer à chaque fois quand on attaque une structure, une violence, une domination, de dire peut-être qu'elle y trouvait quand même son compte, c'est son agentivité. Mais en fait, nous, on s'en bat les couilles. Quand on lutte contre la domination, on s'en tape de savoir les équilibres internes des individus. Ce sont 2 plans différents, parce qu'on sait que les structures s'incarnent dans les individus. On s'en tape de savoir quelle agentivité elle trouvait en face. On a interdit le travail des enfants, parce qu'on trouvait que c'était une violence en soi, indépendamment de savoir si les enfants voulaient le faire, trouver un tribut pour aider leurs parents, étaient vus comme le meilleur enfant du quartier parce que d'autres travaillaient pas et eux travaillaient. On s'en tape de l'agentivité quand on lutte contre des structures. De la même manière qu'on va jamais essayer de dire « Ah, mais il y a des ouvriers concernés qui veulent travailler le dimanche pour pouvoir gagner plus à la fin du mois. Ouvrons le dimanche, permettons à la bourgeoisie de déployer un peu plus la marchandisation du monde, son rapport capitaliste partout et tout le temps dans nos têtes, parce que certains individus y trouvent. » Non, soit vous discutez sur le plan des structures, voilà, et vous donnez votre position par rapport aux structures, soit vous discutez sur le plan des individus et vous donnez votre position par rapport aux individus. Les gens qui essayent de se cacher derrière des positions individuelles quand on parle de structure, ou qui essayent de se cacher derrière des positions de structure quand on parle des individus, sont, comme on l'a dit tout à l'heure, des gens fallacieux, menteurs, conservateurs. À la fin, tout ça est identique, et transformer des structures, c'est transformer des gens, et inversement. Ces parties-là qui m'ont vraiment blessée, et ça m'a fait me sentir comme si j'étais qu'une moins que rien. Et comme si je valais rien, quoi. En fait, mon estime de moi-même a radicalement chuté le jour où, en fait, il m'a giflé pour la première fois. C'est comme si quelque chose avait changé en moi. Je me sentais comme salie, inférieure à lui. Je saurais pas trop mettre d'autres mots sur comment ça m'a fait me sentir. La violence physique, c'est toujours un moyen d'inférioriser. Que ce soit d'un homme à une femme, d'un homme à un autre homme. La violence, c'est toujours un moyen de rabaisser et de salir. De dire, tu ne sais pas te battre, tu ne peux pas te défendre. C'est pareil pour les enfants. Tant que je pourrais distribuer des gifles, tu seras à ma merci, quoi. La violence des mots, plus la violence des actes, et tu le mélanges, et que ça devenait en plus de ça de plus en plus récurrent, et ben en fait, ça m'a complètement, mais j'ai du mal à le dire devant la caméra et de l'avouer, mais ça m'a détruite. Sincèrement, j'avais l'impression que quelque chose en moi avait complètement changé. C'est le but. C'est l'objectif. Les violences dans un système de domination ont une fonction. Faire tenir la structure. Le viol, dans la société patriarcale, a une fonction. Il assoit la domination. C'est une méthode. C'est pas une fin en soi. Ce sont des outils utilisés. Et la violence psychologique et physique dans le cadre conjugal a une fonction. Et c'est ce que je vous disais avec Marc Joly juste avant. Rendre docile celle qui ne veut pas l'être. Après avoir sélectionné sa victime, l'agresseur agit en fonction de 5 priorités. Avec Pierre, on préfère parler de tactique. Donc en fait, il va commencer par isoler la victime. Donc il va l'isoler géographiquement, socialement, professionnellement. Ensuite, il va la dévaloriser, il va la traiter comme un objet. Il va l'humilier, la dénigrer. Et en fait, en la dénigrant, il va l'affaiblir et va perdre l'estime d'elle-même. Ensuite, il va inverser la culpabilité, c'est-à-dire qu'il va en fait transférer la responsabilité de la violence à la victime. Il ne va pas reconnaître de responsabilité dans le passage à l'acte, dans le passage à la violence. Et il va aussi entretenir la confusion. Ensuite, l'agresseur, il va instaurer un climat de peur et d'insécurité. Par exemple, il va user une menace, exercer des représailles sur les proches. Il peut menacer d'exercer des représailles sur les animaux aussi. Ensuite, il va agir en mettant en place les moyens d'assurer son impunité. Donc, il va recruter des alliés
Et en fait, il va organiser une coalition. Par exemple, on voit des hommes s'allier contre leur ex-compagne. Enfin, on voit les anciens compagnons s'allier ensemble, ou alors l'agresseur va s'allier avec des membres de la famille de sa conjointe. Et là, ce point-là est en fait super important parce que nous-mêmes, on peut s'allier avec l'agresseur par un manque d'empathie avec la victime, par peur aussi. On voit des travailleurs sociaux judiciaires justement s'allier avec les agresseurs. Donc en fait, toutes ces tactiques permettent à l'agresseur de verrouiller le secret. En fait, limite, c'est bizarre ce que je vais dire, mais quand je me regardais dans le miroir, j'arrivais même pas à me reconnaître. Je me trouvais de plus en plus moche. J'aimais pas en fait ce que je voyais dans le miroir parce que quotidiennement, en fait, j'étais rabaissée alors que normalement, j'aurais dû être aimée, chérie. Ces mots ont contribué à mon estime de moi-même qui descendait de plus en plus. Et jusqu'au jour où carrément, même moi, quand je parlais de moi-même, je me décrivais avec ces mots-là. En fait, c'était un peu devenu la nouvelle moi, quoi. J'étais plus la Célia que je connaissais, quoi. En fait, il y a un truc aussi qu'il dit dans sa vidéo Fugu, c'est que c'est pas bien que Lydia elle mente comme ça. Le mec a reconnu lui avoir mis des baffes dans sa gueule. Parce que elle fait honte aux vraies victimes. Personnellement, moi ça me fait énormément de mal pour les personnes qui subissent de réelles violences physiques. Et pour moi ça décrédibilise littéralement tout le discours d'une femme battue qui subit réellement des violences. On parle d'hommes qui veulent se donner raison avec la force. Alors il se trouve que les vraies victimes, moi j'en croise plein, notamment dans mon travail, elles disent exactement ça. C'est le discours que toutes les vraies victimes tiennent. Cette dévalorisation, le fait de ne plus se reconnaître, le fait de ne plus être soi. Et c'est pour ça que je disais juste avant que ces violences, elles ont cette fonction-là. Elles annihilent l'autre, qui devient beaucoup plus malléable, docile, etc. Le discours que vous entendez de Célia aujourd'hui, je ne peux pas affirmer ce qui s'est passé ou pas, je ne suis pas juge, et vous savez, nanana, la diffamation, tout ça, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est exactement le discours typique d'une femme victime de violence. Des vraies victimes, comme dit Fugu. C'est quelque chose sur lequel je travaille. Je veux avoir une meilleure estime de moi-même. En fait, plus les jours passent, plus j'ai envie d'être quelqu'un de meilleur et surtout pour les gens qui m'entourent aujourd'hui et demain, mais avant tout pour moi. Je n'ai pas envie en fait de me retrouver dans des mêmes situations que je me suis retrouvée avec lui et j'ai pas envie à avoir à revivre tout ce que j'ai vécu et je sais que c'est principalement à cause de l'estime de moi-même qui avait disparu et que du coup j'acceptais en fait les insultes, les gestes, les claques. Et je sais qu'aujourd'hui, 9 mois après cette relation, j'ai réussi à bâtir une meilleure estime de moi-même et je me suis fait la promesse que jamais je ne voudrais me retrouver dans une relation où quelqu'un me fait du mal comme ça et où je l'accepte surtout. Et jamais je réaccepterai ça, plus jamais. On te le souhaite, Célia. Mais oui, on te le souhaite. C'est touchant et en plus, c'est fort parce que c'est ce qu'on disait. C'est là où on voit quand on passe d'un sujet dominé à un sujet révolutionnaire. Le sujet dominé, il vit toujours la même violence structurale du dominant. Mais il considère que c'est normal. Et là, Célia, elle vient dire non, mais ça, c'est pas normal en fait. Moi, je veux pas me retrouver dans cette nouvelle situation. Cette situation-là doit disparaître. Je vais la rendre anormale par mon discours, par ce qu'elle fait là. Et elle va disparaître. Mais c'est ça, transformer la société, hein. À l'échelle des dominations de genre, de la race. Quand on dit que nous, le racisme peut disparaître, à l'échelle de la classe, pareil, pour la classe, c'est exactement ça. Et c'est des moyens de lutter. C'est de dire, cette situation-là ne doit plus être une norme, ne doit plus passer comme un mode, on va dire, fonctionnel, mais doit devenir dysfonctionnel. Et là, elle est en train de le faire, donc force à elle. Remettre quelque chose à plat, parce que ça me semble important et c'est tout ce que je vois passer sur les réseaux ces dernières semaines, ces derniers jours. Et cette fille qui décrit, je la reconnais pas. Je ne reconnais pas tout ce qu'il décrit en fait. Je ne m'y reconnais pas. Quand je me regarde dans le miroir, en tout cas, c'est pas ce que je vois aujourd'hui. Et c'est pas non plus ce que mes proches connaissent de moi. Après que tout ça soit sorti, mes proches sont venus me voir et m'ont demandé « Mais t'as vraiment fait ça ?» Je leur dis « Bah non ». Et la plupart m'ont dit c'est bien ce que je me disais. Et en fait, c'est un peu ça l'enjeu aujourd'hui, j'ai l'impression, c'est que il a essayé de me donner une image que je suis pas, mais c'est l'image que lui voit de moi. Cette image remplie de haine, remplie de jalousie, remplie de... J'arrive même pas à mettre d'autres mots sur ça, je sais pas pourquoi il me donne cette image-là. C'est intéressant parce que je pense que c'est même pas l'image que lui a d'elle. C'est l'image dont lui a besoin que les gens ont d'elle pour pouvoir se maintenir. Il va décrédibiliser le fait que elle s'est enfuie, elle a couru partout derrière un buisson, c'est enfantin, c'est n'importe quoi. Et en fait, on va montrer ça comme si c'était un comportement
qui n'avaient aucun sens, aucune signification, de pure réaction affective, instinctif, tu vois. Alors qu'en fait, c'est un comportement, tout ce qu'il y a de plus rationnel. Et c'est là où on voit quand nous, on discute des affects et de la rationalité. Les gens qui vont investir la rationalité, on va leur dire, bah non, en fait, vous oubliez une partie de sentiments, d'affect aussi, etc. Mais pourquoi on n'aime pas non plus le concept d'affect? Parce que justement, il évacue toute rationalité. Et quand on vient justement infantiliser des femmes, les traiter d'enfants, c'est justement parce qu'on leur refuse la rationalité. La rationalité, c'est le monde des adultes. Et c'est aussi le monde des hommes, hein, dans le monde masculin, voilà. C'est le monde de celui qui donne du sens, celui qui sait se comporter, etc. Et on va dire à l'enfant, on a le droit de le corriger parce qu'il ne sait pas, il a des comportements qui n'ont aucun sens, insignifiants. Et quand on veut infantiliser des femmes et qu'on veut clairement les corriger, hein, et je dis ça au sens du terme, c'est intéressant qu'on parle de correction. On l'a vu même dans le commentaire. Correction, tu sais, c'est synonyme de baffe dans la gueule, quoi. Mais c'est aussi synonyme de on va t'aligner sur le sens que moi, j'imagine normal, sur ma propre rationalité. Et ben non, en fait, ce qu'il faut, c'est montrer que la rationalité est un combat et que ce qu'a fait Lydia est beaucoup plus rationnel que ce que fait l'autre dans sa voiture, etc. Et alors que l'autre est beaucoup plus, justement, irrationnel et typique d'un comportement, on va dire, de quelqu'un qui veut juste montrer son pouvoir. Voilà. Et en face, il y a un comportement rationnel de fuir, de se cacher, d'éviter la confrontation physique, comme tu as dit, parce que c'est fondamental. Effectivement, il y a des femmes qui peuvent battre des hommes à la bagarre, mais statistiquement, nous, on est matérialistes, donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le 99% du temps, hein, c'est pas le 1%. Hein. Statistiquement, quand vous êtes une femme, vous évitez la bagarre avec un homme parce qu'il y a des dissymétries morphologiques et pas simplement, d'appréciation de ce qu'est une bagarre, d'être capable de mettre son énergie pour se battre. On apprend ça aux hommes, on n'apprend pas ça aux femmes. Enfin, il y a tout un tas de dispositions. Et donc, le comportement rationnel, c'est de fuir. Et donc, lui, il nie ça. Et pourquoi il nie ça? Parce qu'en fait, si c'est rationnel de fuir, ça veut dire qu'il y a un danger. Si c'était un incendie qu'il y avait dans la voiture, il aurait jamais dit « Ah, regardez, elle est sortie de la voiture, il y avait le feu, et elle est allée se cacher au cas où elle explose derrière un buisson. » Ça aurait été rationnel. Mais pourquoi il nie la rationalité de sa fuite? Parce qu'il veut nier, justement, le sens de cette rationalité, que lui était un danger à ce moment-là. Voilà. Exactement. Et je me permets de rappeler que lui passe son temps à parler d'elle, de ce qu'elle est, de ce qu'il veut qu'elle soit pour pouvoir servir son discours. Il expose sa vie personnelle, il expose ses messages, il expose sa voix, il expose ce qu'elle aime et ce qu'elle n'aime pas, il expose son rapport à son travail, il expose tout, d'accord? Elle, la seule chose qu'elle expose de lui, c'est ce qu'il lui a fait. Elle expose ce qu'il fait. Il expose ce qu'elle est sous son prisme à lui. Vous regardez dans la vidéo d'Elydia, vous ne trouvez pas des messages de lui, de ce qu'il dit dans sa vie perso, de ce qu'il dit. Vous ne trouverez pas ça. Elle ne fait pas ça. Lui le fait. C'est là où on voit ce que c'est l'effet de réification. C'est le fait de chosifier. Le seul sujet, quand il parle, c'est lui. Il n'y a qu'un sujet. Elle, c'est une chose. Soit un enfant à un moment donné, soit quelque chose d'irrationnel, soit une jalouse, soit... Tu vois, c'est vraiment tout le temps essentialisant. Et là, on est vraiment dans l'exercice de domination. Les dominants réifient. Voilà. Ils sont les seuls sujets de leur vie. Tout le reste n'est que objet autour. Et ils fabriquent un objet. Et ils fabriquent l'objet Lydia. Ils vendent cet objet-là. Elle est comme si, elle est comme ça, elle est comme si, elle est comme si, elle est comme ça. Jamais ce qu'elle fait. Elle fait jamais rien, Lydia, dans la bouche de Fugu. Elle n'est qu'un objet qu'il faut vendre aux autres et que les autres doivent dire « Ah oui, c'est bien cet objet-là. Donc, t'as raison de te comporter comme ça, Fugu. » Tu vois, il vend son truc. Elle ne dit rien d'autre que « J'ai un sujet en face de moi que j'affronte. » C'est paradoxal. Quand on est dans une position de domination et de conservation, on est le seul sujet et on veut rendre tout objet. Quand on est dans la position de révolutionnaire, dans la position de se libérer, on doit passer de se considérer comme un objet, je trouve que ce qu'elle a dit avant, et voilà, à se considérer comme un sujet, mais ce qui ne change jamais, c'est qu'en face, on a un sujet qu'on va devoir affronter. La lutte, c'est toujours sujet contre sujet. Il n'y a pas de lutte sujet contre objet. Il y a juste de la propriété, de la possession, etc. Et là, ce que tu dis là, lui ne parle que d'elle en intemporel, en ahistorique, inactif comme un objet, c'est parce que lui est le dominant. Au face, il n'a que des choses à maîtriser. Et elle ne parle que de lui comme un sujet qui fait des choses parce qu'elle est dans une position de se libérer. En fait, la fragilité dans laquelle il m'a mise, dans laquelle je me suis retrouvée, ça m'a fait, oui, tenir des propos insultants envers certaines femmes. Et c'est quelque chose aujourd'hui que je regrette et j'espère sincèrement qu'elles me pardonneront. En tout cas, je comptais remettre quelque chose sur la table qui me semble encore une fois très, très important. Mais dans tout ce qui a été dit, il y a quand même énormément de diffamation. Je pense que vous vous en doutez. Donc je me dis, j'espère que vous le dites aussi, mais s'il a menti sur ça,
il a menti sur quoi d'autre et j'espère que j'aurai pas à revenir sur tout le reste. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai pioché pour moi ce que j'estimais très important aujourd'hui de parler. Avant de finir cette vidéo, je tenais aussi à dire que j'ai vu beaucoup de messages passer sur les réseaux qui disaient comme quoi j'avais pas de preuves, que nanana. Mais en réalité, j'ai quand même un gros dossier que j'ai donné à mes avocates sur lequel elles sont en train de travailler. Et c'est des choses pour moi qui ne doivent pas être montrées sur Internet, puisque c'est quand même, vous savez, des conversations privées, des photos privées. J'ai des photos de moi avec des coups. J'ai des messages qu'il incrimine ou il avoue. J'ai tout ça. Mais j'estime que c'est pas à vous de le voir. Et je pense que c'est mieux que ça se règle en justice. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, attendons la justice, attendons le procès, et vous verrez bien. C'est intéressant justement comment elle utilise la justice, parce qu'on parle souvent de genre, soi-disant les MeToo, ce serait le tribunal populaire. En fait, on voit que c'est l'inverse, en fait. On voit que c'est l'autre qui a le peuple masculin derrière lui pour le défendre, de la même manière qu'on a trouvé tout un tas de médias qui trouvaient que c'était pas gentil ce qu'on disait à PPDA tant qu'on n'a pas la preuve, etc. Elle utilise la justice de manière révolutionnaire, c'est-à-dire elle va dire, bah voilà, on verra qui sont les coupables. Ouais, de fou. Tu vas voir à la fin, elle dit qu'elle espère beaucoup du procès et tout. Alors, j'espère qu'elle a de bonnes avocates. Et Lydia, il se trouve qu'elle a quand même un peu de moyens financiers et tout. Donc, elle fait partie des femmes qui peuvent se lancer dans une bataille judiciaire aussi, parce qu'il y a cette difficulté dans la justice. Alors, je rappelle qu'il y a des associations qui peuvent aider, etc., pour celles qui ont envie d'aller en justice. Et que parfois, la justice, c'est nécessaire, notamment quand il y a des enfants en jeu, etc. Et que tu peux te retrouver. Enfin voilà, s'il n'y a pas de décision judiciaire, tu es vraiment encore plus en danger que quand il n'y en a pas. Mais parfois, la justice est extrêmement brutale et injuste. Et donc, j'espère qu'elle a de bonnes avocates et qu'elle est bien entourée. Et c'est aussi pour ça que moi, souvent, mes étudiants en médecine, ils bottent en touche quand ils sont face à des femmes victimes de violences. Ils ont vite tendance à dire, je lui dis de porter plainte. On ne peut pas s'assurer que porter plainte, ça va protéger. Là, Lydia, elle est dans un contexte particulier où j'espère que ça le sera. Mais il faut aussi qu'on pense la protection au niveau collectif, pas qu'en passant par la justice, normalement. Et c'est pour ça, là, quand Lydia prend ce niveau-là de violence sur les réseaux, je pense que ça fait partie de la responsabilité des autres. Nous, on le fait là aujourd'hui à notre petite échelle, mais de faire masse aussi, parce que les hommes font masse contre elle. D'accord ? Et donc, il faut qu'on fasse masse de son côté aussi, pour qu'elle ait le courage, pour qu'elle tienne, pour pas qu'elle s'effondre. Et puis pour toutes les autres Célia qui vivent ça et qui regardent l'autre la mettre plus bactère, ils se disent, mais je vais vraiment fermer ma gueule, parce que si moi ça m'arrive, ça va encore plus me détruire, je vais pas y arriver. Les hommes essayent de faire des exemples avec ces femmes. C'est ce qui est arrivé à Amber Heard. Amber Heard, face à Johnny Depp, les masculinistes états-uniens ont décidé d'en faire un exemple. Ils ont décidé de la supplicier sur la place publique, littéralement, pour dire à toutes les autres, fermez bien vos gueules. Et donc, c'est un acte politique de soutenir ces femmes qui parlent. Elle va en parler un petit peu après. Et surtout, tu dis les hommes, mais en fait, moi, j'ai envie de dire le masculin fait masse contre elle. Tu sais, comme quand... c'est pas pareil de dire les bourgeois et la bourgeoisie. Tu vois, nommer le sujet collectif au singulier. Là, elle est vraiment face au masculin. Et les hommes coopèrent à ce masculin. Voilà, jusqu'à un certain ordre, jusqu'à ce qu'on l'abatte, jusqu'à ce qu'on le transforme. Ce que tu as montré tout à l'heure, les commentaires, là, les likes et tout, c'est vraiment le masculin qu'elle affronte comme on affronte la bourgeoisie dans son unicité, quoi. J'ai pris la parole car j'estimais que mon expérience devait servir ou doit servir dans le futur, je l'espère, à d'autres personnes. Et aussi pour donner du courage aux gens de peut-être parler, de ne pas être ternis dans le silence comme moi, je l'ai été. Je tenais aussi à dire quelque chose, c'est que par la suite, je n'ai pas envie d'être définie par cette histoire. Je n'ai pas envie qu'on me rappelle tous les jours que j'ai été violentée et je n'ai pas envie non plus qu'on me parle tous les jours de lui. Et donc, j'aimerais qu'on me définisse par ce que je fais moi dans la vie, par les projets que je vais faire par la suite et surtout par qui je suis réellement et pas par l'image qu'il a essayé de me donner. Là, quand elle dit « je parle publiquement pour donner le courage aux autres », etc., c'est très précis parce qu'en fait, ça, c'est une des attaques masculinistes aussi sur les call-outs, sur le fait de parler publiquement des violences, notamment quand elles sont faites par des hommes de pouvoir connus. Parce que c'est un des moyens de les atteindre. En général, c'est des hommes qui ont beaucoup d'argent, une place sociale extrêmement protectrice, etc. Mais en plus, c'est un moyen d'exposer, de dire votre idole, là, ces hommes que vous trouvez incroyables, géniaux, les meilleurs militants, les meilleurs joueurs, les meilleurs chanteurs, les machins, les trucs. En fait, ils participent au système de la violence. Ils en sont des agents, voire même ils en sont les agents les plus importants. Parce que leur place leur permet de l'être encore plus que les autres. Le fait d'aller parler publiquement, c'est une manière de faire collectif.
c'est une manière de faire collectif face au collectif masculin, comme tu en parlais juste avant. Moi, je comprends très bien cette démarche-là. J'ai envie de vous reparler vite fait de l'histoire de MeToo. MeToo, contrairement à ce qu'on dit, souvent, c'est pas Alyssa Milano qui l'a lancé. C'est pas cette actrice extrêmement connue, etc. MeToo, la première campagne, elle est lancée 10 ans avant Alyssa Milano, en 2007, par Tarana Burke, qui est une travailleuse sociale afro-américaine. Et ça dénonce les violences sexuelles commises notamment à l'endroit des jeunes filles afro-américaines, population extrêmement discriminée, etc. Ça parle d'agression sexuelle, de harcèlement sexuel et tout ça. Et puis ensuite, ça explose au moment où il y a ces actrices connues qui s'emparent de ce hashtag. Et c'est parce qu'elles sont connues qu'on se met à les écouter plus et ça se met à toucher des hommes extrêmement puissants et extrêmement connus. C'est pour ça que moi, ça me fait toujours marrer qu'on travestisse MeToo comme un truc qui risque d'être utilisé contre je sais pas quoi, le pénalisme, etc. Mais MeToo, dans les faits, ça touche spécifiquement les hommes de pouvoir. Parce que c'est les plus difficiles à attaquer. Parce que c'est les plus difficiles à aller attraper. Et après, il y a eu de multiples déclinaisons. Ça a été des moyens de visibiliser l'inceste, les violences sexuelles chez les hommes aussi. Il y a eu MeToo garçon il y a pas très longtemps. Enfin, voilà. En général, fait par des hommes. Hein. Et donc, en vérité, MeToo, c'est aussi l'occasion pour les femmes de se rendre compte que ce qui leur est arrivé, il n'y a pas que à elles que ça arrive. Vous avez vu, on a parlé des violences psychologiques. Ce que décrit Célia, c'est en fait ultra classique. La manière dont se défend Fugu, c'est aussi ultra classique. On parle de systèmes de domination qui s'incarnent dans des personnes. Et là, on les touche, on les palpe, clairement. Et le fait de dire MeToo, c'est un moyen de se mettre en collectif. C'est un moyen de se dire le seul moyen qu'on va avoir pour lutter contre ce truc, il va falloir qu'on se mette ensemble, il va falloir qu'on fasse un sujet collectif. Et ce qui m'est arrivé, c'est pas de bol, c'est pas mon petit problème individuel, c'est pas parce que je suis tombée sur un taré. On vit dans une société qui crée ça, on vit dans une société qui génère ça. Je suis pas seule, d'accord. Et en plus, quand tu pousses un peu, tu comprends que la violence sexuelle, par exemple, et la violence conjugale, elle arrive dans des contextes où il y a des asymétries de position sociale. Là où il y a du pouvoir, là où il y a de la domination, il y a de la violence sexuelle. Et donc, si on est un peu malin, nous à gauche, nous militants communistes, on comprend le potentiel de politisation énorme qu'il y a pour les jeunes femmes qui sont victimes de ça, et les femmes plus âgées d'ailleurs. Quand on commence à comprendre qu'il y a un problème dans les dominations au travail, dans les dominations dans la famille, dans les dominations au sein du couple, les problèmes de dépendance financière, les problèmes d'accès au logement, etc., qui font que quitter un conjoint violent et tout, c'est compliqué. Tous ces problèmes-là, tous ces systèmes-là, en fait, quand on se met à vraiment dire MeToo, on trouve des camarades, et quand on se met à dire MeToo et à vouloir envisager des solutions, on devient progressiste, on devient militant. Parce qu'on a compris que c'est ça l'enjeu profond qu'il y a derrière. Il faut qu'on s'approprie MeToo politiquement. Il faut que, quand on voit des jeunes filles comme Célia dire moi aussi, il faut qu'on lui dise mais oui, et moi aussi, et moi aussi, et moi aussi, et on est derrière toi. Et on va aller essayer de poser le problème de manière beaucoup plus profonde que ça. Et moi, je dis ça d'une manière peut-être un peu intéressée, car vous le savez peut-être, mais moi, j'ai eu une démarche personnelle qui a été de parler publiquement de certaines violences que j'ai vécues, pas toutes. Et j'ai notamment participé à un film documentaire qui avait été diffusé sur France 2, qui était avec Caroline Darian, qui est la fille de Gisèle Pellicot, qui a été vraisemblablement victime d'inceste de la part de Dominique Pellicot. Et 5 autres personnes, on était 7 à témoigner au total, pour parler de ce que c'est que le viol sous soumission chimique, chose que moi j'ai vécue quand j'avais 15 ans. Et qui a été très dur à vivre et dont j'ai très peu parlé pendant très longtemps. Et en fait, le fait de commencer à en parler a été aussi, pour moi, le moyen de politiser la chose, de comprendre qu'est-ce qui avait fait que ça m'était arrivé, qu'est-ce qui avait fait que j'avais fermé ma gueule, que j'avais honte, que mon premier réflexe était de me taire. Pourquoi ensuite j'ai continué à vivre des violences de la part d'hommes, des violences sexuelles, et pourquoi ça m'a autant fait de mal, et comment j'ai fait pour, on va dire, aller au-delà de ça. Faire collectif en a été une manière. Moi, je sais que politiser ce qui m'est arrivé a été un moyen de guérir, et ça a été un moyen de survivre, en fait, à ça. Donc, on ne peut pas balayer d'un revers de main ces trucs-là. C'est très important de pouvoir faire ça. Et moi, je souhaite à Célia que cette démarche-là lui fasse du bien dans son parcours de réparation à elle, que ton parcours de réparation ne soit pas que dépendant de la décision judiciaire, parce que je te souhaite vraiment que ça se passe bien. Mais peut-être que ça va pas bien se passer et ça doit pas t'empêcher de savoir ce qui t'est arrivé, c'était pas normal, et qu'il faut lutter pour que ça arrive moins, pour toi et pour toutes les autres, pour les milliers de Célia qui vivent ça tous les jours en France actuellement. Et il y a aussi une dimension collective, comme je l'avais dit juste avant, de faire ce genre d'acte. Et moi, je veux dire quand même que moi, j'ai parlé dans un contexte où je mettais pas en cause ni mon conjoint, ni mon ex-conjoint, ni quelqu'un de ma famille, presque beaucoup plus facile, j'ai envie de dire.
que d'aller se cartonner son ex, qui est très connu, dans un champ très masculin, avec toute la violence que tu prends, etc. Moi, je trouve ça profondément courageux de faire ça. Je pense que ça peut aider beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres femmes à lutter contre ça. Il faut politiser nos colères, il faut politiser nos blessures. C'est un moyen de guérir et c'est un moyen d'arrêter pour toutes les autres, quoi. J'ai vu beaucoup de gens dire sur les réseaux ces derniers jours, semaines, que les gens disaient attendons les deux versions. Comme s'il y avait une excuse à avoir frappé quelqu'un. Quand quelqu'un avoue ses coups, normalement, il n'y a pas d'excuse et ça me paraissait évident, jusqu'à ce que mon histoire se retrouve sur Internet. Pour moi, un homme ne frappe pas une femme, pour aucune raison. Et l'inverse non plus d'ailleurs. Mais dans mon histoire, c'est lui qui m'a frappé et en plus de ça, il l'a avoué. Aujourd'hui, ce qui m'embête, c'est qu'il a minimisé ce qu'il m'a fait. Ensuite, il m'a attaqué, encore une fois. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'elle est sur la registre de la confession, tu sais, genre du pardon, quoi. Ouais, ok, mais je t'ai Ouais. frappé, mais du coup, comme je l'ai avoué, à moitié pardonné, je confesse. Le registre de la religion, de la confession. Et puis, c'était contextuel. C'est normal que je l'ai fait. T'étais trop chiante, t'étais hystérique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit il n'y a pas de raison. Si, en fait, malheureusement, il y a des raisons de domination. Mais par contre, il n'y a pas d'excuse. Et ça, il faut le tenir, tu vois. C'est-à-dire, ouais, vous pouvez montrer que c'est dominant, par contre, il n'y a pas d'excuse. Ça ne doit pas se reproduire. C'est ça le truc. Et les gens, souvent, ils font la confusion. Ah, mais comme il y a des raisons, ça veut dire que ça peut se reproduire et ça existera toujours, mais faut juste faire en sorte que ça ne tombe pas dessus, tu vois. Bah non, en fait, on va faire en sorte que ça n'arrive plus. Parce que on comprend pourquoi ça existe et on va comprendre aussi comment faire pour ne plus que ça existe. Et ça, bah, ça va être de l'affrontement, hein. Ça va être forcément des gens qui vont gagner en pouvoir et d'autres qui vont en perdre. Et en plus de ça, il a inversé les rôles et se fait aujourd'hui passer pour la victime. Mon dossier est solide, je suis très confiante pour Le font le jour tous. du procès. Classique, ouais, je veux dire, Ils le font. pattern. Gna gna. Ah, je suis cassée, ma vie est si dure, et puis c'est elle qui était chiante, et gna gna. Tout le temps comme ça. J'ai qu'une hâte, c'est que ce jour arrive et que tout ça soit réellement mis derrière moi et que justice soit faite. Car j'estime que ce que je vis aujourd'hui est quand même une injustice et j'aimerais que ça s'arrête. Et je sais que le jour où le procès tombera, ça s'arrêtera réellement. En tout cas, je voulais être claire sur quelque chose. Je ne reviendrai plus sur cette histoire. J'ai envie de reprendre ma vie. Je ne veux pas être une victime une deuxième fois. Je n'ai pas à vivre ça, honnêtement, et personne ne devrait vivre ça. Avant que, du coup, je termine cette vidéo, je tenais tout simplement à remercier toutes les personnes qui m'ont soutenue, que ce soit mes proches, des gens d'internet ou même vous. Vous m'avez aidé, honnêtement, à passer cette vague qui a été quand même dure. Je vais être totalement honnête avec vous. Et là, j'ai qu'une hâte, c'est de reprendre ma vie, de jouer à Elden Ring ou Valo en live. Et j'ai trop hâte, en fait, de vous retrouver et de reprendre ma vie comme elle était. Enfin bref, à très vite. Et merci de m'avoir écouté. Force à toi, Célia. Force à toi, force à Célia. toi, vous aussi. Bon, les coms, on peut aller très très vite, mais en gros, c'est des coms qui remettent en cause sa parole, ou alors qui font des blagues qui n'ont rien à voir. Voilà, faut les passer au détecteur de mensonges, faites un 1v1 sur Valorant, bon, rendez les bijoux de la couronne, c'est comme si c'était drôle. Je pourrais toujours dire qu'il m'a. Bonjour, je suis Franck Leboeuf et j'ai jamais vu une voiture aussi mal vendue. Wesh, les gars, elle est plus derrière l'arbre. 13 000 likes. Qui parle de la fois où elle s'est fait frapper dans une voiture et elle a essayé de fuir. Beaucoup d'hommes qui ont fait des gros plans sur sa poitrine pendant la vidéo parce qu'on devine qu'elle a de la poitrine, tu vois. Donc en plus en les sexualisant, mais en la dégradant par la sexualisation. Et je tiens à dire que Fugu, alors vous verrez cette vidéo, je pense, deuxième quinzaine de novembre, là on la tourne le 16 novembre. Fugu a annoncé il y a quelques jours, je crois une story sur Insta, où il dit « Partie 2, point d'interrogation avec un smiley ». Lèvres mordues, c'est genre l'indécence du tout. Le masculin, quoi, on le voit. De fou. Bon, écoutez, encore une fois, force à toi, Célia. On reparlera de ces sujets de violence et de tout ce que ça signifie dans tout ça. Force à toutes celles à qui ça arrive, qui sont encore dedans actuellement. Force à vous, faites-vous aider. Si vous avez des gens autour de vous qui sont pris là-dedans, même s'ils essayent de couper les ponts et tout, essayez de maintenir du lien. Essayez de dire, si à un moment tu as besoin, je serai toujours là, ma porte est ouverte. C'est le mieux que vous puissiez faire. N'hésitez pas à contacter des assos pour vous faire aider. Sur ce, les amis, il me reste à vous dire que vous pouvez aller sur le financement participatif qu'on fait pour notre revue Position Revue en ce moment pour passer les chroniques de l'exploitation en podcast, pour faire un numéro papier, pour faire un gros événement en 2026, pour refondre tout le site, pour mettre le sein graphique, l'unique, le merveilleux, l'incroyable sur le site aussi. Pour ça, on est en cours de financement participatif. Vous avez le lien vers le Tipeee en barre de description. Vous avez aussi le Tipeee de notre asso pour nous aider à faire le travail militant que nous faisons au quotidien. Vous pouvez aller sur nos réseaux, Twitter, Insta, aller sur les chaînes perso
Et vous pouvez surtout aller peut-être soutenir Elidia par un petit mot, un petit commentaire sous la vidéo. Je sais pas si elle les regardera, mais ça peut toujours être un petit truc qu'on peut faire pour elle, parce que regarder les Topcom, c'est scandaleux, quoi. Voilà, force à toutes, on lâche rien. À plus tout le monde, salut. Salut à tous. Les femmes qui portent plainte pour agression sexuelle le font pour l'argent. Elles oublient souvent qu'elles brisent à tort la carrière d'un homme. Mais en même temps, je les comprends. Tout le monde rêve de devenir millionnaire. Donald Trump, encore une carrière brisée. Gérald Darmanin, encore une carrière brisée. Jean-Marc Morandini, encore une carrière brisée. Éric Zemmour, encore une carrière brisée. Polanski, encore une carrière brisée. Brad Pitt, encore une carrière brisée. Marilyn Manson, encore une carrière brisée. Michael Jackson, encore une carrière brisée. Gérard Depardieu, encore une carrière brisée. Gérard Darmon, encore une carrière brisée. Jean Lassalle, encore une carrière brisée. Nicolas Bedos, encore une carrière brisée. Luc Besson, encore une carrière brisée. Harry Habitant, encore une carrière brisée. James Franco, encore une carrière brisée. Cristiano Ronaldo, encore une carrière brisée. L'homme pâle, encore une carrière brisée. Norman, encore une carrière brisée. Johnny Depp est le meilleur pour la fin. Bertrand Cantat, encore une carrière brisée.